Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur Radioverse, la web radio, pour l'émission précédemment où on interviewe des gens. Voilà, ça c'est bien dit, hein. Une fois n'est pas coutume, je suis avec Kiwi. Kiwi, comment vas-tu? Salut, ça va super et toi? Eh bien écoute, ça va très très bien, d'autant plus qu'on va parler cinéma, donc chose qu'on adore sur Radioverse, et on va le faire avec Rob Grams, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Bourgeois Gaz, Bourgeois Gaze, je ne sais pas comment on prononce, excusez-moi pour mon anglais, aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonsoir Rob Grams. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir, accepté et merci à Kiwi de nous avoir, alertés sur la sortie de votre livre. Alors avant d'aborder votre livre justement, je voulais parler un peu plus de votre parcours et notamment de Frustration, Magazine pour lequel vous êtes, co-rédacteur en chef. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste être co-rédacteur en chef? Ça veut dire que vous avez une sorte de droit de regard sur les articles, qui paraissent? Oui, c'est ce que ça veut dire. Après, on est 4, on a un comité de rédaction dans lequel il y a 4 co-rédacteurs et co-rédactrices en chef et du coup, effectivement, pour qu'un article sorte sur Frustration Magazine, il faut qu'il ait été validé par au moins 2 membres du comité de rédaction. Voilà, c'est un système de relecture. C'est à ça que ça sert, ouais. L'idée, c'est que ça corresponde à la ligne éditoriale du magazine, s'assurer que c'est bien sourcé, s'assurer que c'est compréhensible et puis après c'est des aides aussi, à la rédaction. Donc c'est plus ça qu'un rapport, purement hiérarchique. En tout cas, nous, c'est la manière dont on travaille. En sachant que la ligne éditoriale de Frustration Magazine, c'est que c'est un magazine de, critique sociale, grand public, de critique du capitalisme et de la bourgeoisie, qui traite aussi, des combats féministes, des combats antiracistes, des luttes écologiques et cetera. Et il y a une revue aussi sur, Frustration Magazine. Qui paraît, régulièrement tous les ans, il me semble, hein? Ouais, en fait, on est avant tout un média en ligne, gratuit, donc qui fait de l'écrit et de la vidéo et ensuite, une fois par an, on a effectivement, un magazine papier, qui est notamment offert aux personnes qui font des dons, mensuels. C'est comme ça c'est comme ça que fonctionne, en fait, le financement du magazine. On fonctionne que par dons et heu et ensuite, on a une collection de livres au sein de la maison d'édition, Les Liens qui libèrent où a été publié justement, Bourgeois. D'accord, on mettra le lien, c'est par Tipeee, il me semble. On mettra le lien dans la description de l'épisode. On vous invite à cliquer dessus. C'est important de soutenir la presse, indépendante et ça, on y reviendra, un peu plus tard. C'est un magazine, bon, de gauche, si on l'a pas compris, allez faire un tour et vous verrez bien. Comment on fait la promotion d'un tel magazine? J'imagine que les canaux de promotion «officiels» entre guillemets, mainstream, ils sont plus ou moins, fermés, surtout dans une époque qui s'extrême droitise. Est-ce que c'est une vraie lutte, que de faire connaître, Frustration, Magazine ou est-ce que c'est relativement facile? Non, forcément, c'est pas facile. Il faut faire attention, à ce qu'on dit. Effectivement, les relais dans les médias mainstream, ils peuvent exister, mais c'est à la marge. Après, il y a beaucoup de journalistes, hein, pigistes, mal payés, et cetera, dans des grandes rédactions qui apprécient, Frustration Magazine. Ils ont pas la latitude, pour s'exprimer comme ils le souhaitent, mais ça, c'est des choses qu'on constate et des fois, il y a des petites, portes d'entrée comme ça, mais c'est pas sur ça, bien sûr, qu'il faut compter. Donc il faut compter à la fois sur, les autres médias indépendants. Il y a une certaine, même si des fois il y a des effets de compétition, entre les médias indépendants, il y a quand même une certaine, solidarité et entraide. Mais surtout, nous, notre, relative, notoriété, on l'a construite à travers un gros travail sur les réseaux sociaux et ça demande, de s'adapter en fait aux évolutions à chaque fois. Parce que, les réseaux sociaux, c'est évidemment pas des espaces neutres. Eux aussi sont possédés par, des très grandes entreprises, par des milliardaires. Il y a des effets, donc de ce qu'on appelle le shadow banning, donc qui est, le fait d'invisibiliser des pages, anticapitalistes, de gauche, contestataires, sans trop le dire et sans trop donner d'explications. Voilà, il y a des effets de censure. Twitter maintenant est inondé, de publications d'extrême droite, quand bien même on n'est pas abonné à ces publications. Donc il faut toujours jouer avec ça et s'adapter aux évolutions. Nous, ça commence la notoriété s'est construite pas mal sur Facebook de base, au moment des gilets jaunes. Ensuite, Facebook a changé son algorithme, on est passé sur Twitter. Twitter a lui aussi changé son algorithme avec l'arrivée d'Elon Musk. On est passé sur Instagram, sur TikTok et cetera, donc sur YouTube. À chaque fois, on essaie de s'adapter en essayant de se servir un peu des contraintes, des différents formats, en sachant que l'impact, est quand même réel dans le sens où, chaque fois qu'on change de plateforme, on a un public, qui change aussi. Donc
voilà, c'est ça qu'il faut avoir, aussi en tête. Après, il y a aussi des outils directs, donc bah, c'est le site, c'est, la newsletter. On envoie à peu près 10 000 personnes aujourd'hui. Donc ça permet aussi d'avoir un contact, direct, avec le lectorat, quoi. Mais ça veut dire quoi quand, vous venez de vous venez ouh mais qu'est-ce que ça veut dire exactement le public change? Ça veut dire que, quand vous étiez, quand vous avez fait votre notoriété sur, Facebook, vous aviez un public de gauchistes de Facebook. Après vous avez eu un public gauchiste qui était sur Twitter. Je comprends pas cette notion de public qui change. Ex Ça change sur ouais, au niveau de la pyramide des âges? Qu'est-ce qui change en fait? exactement, ça change, à la fois de savoir si on a un public militant ou pas, ça change sur la pyramide des âges, ça change, le genre. Par exemple, Facebook, c'était un public, pas forcément très gauchiste justement. C'était un public très gilet jaune, pas forcément lié au milieu militant et cetera. Politisé, mais pas au sens, peut-être, classique et militant du terme. Si bien que la sœur militante ne nous connaissait pas du tout, par exemple. Alors que quand on arrive sur Twitter, effectivement, c'est un public très politisé, très militant. YouTube, par exemple, c'est très masculin. 80 à peu près des spectateurs de nos vidéos sur YouTube, c'est des hommes, quand bien même, les sujets, n'y portent pas spécialement. Inversement, par exemple, Instagram, c'est, depuis toujours un réseau social un peu plus féminin, où là, on a une majorité du coup, pour frustration, c'est pareil sur Instagram, on a un public, plus féminisé, un peu plus jeune, c'est à peu près des trentenaires, alors que, par exemple, si on va sur TikTok et ben, c'est un public plus jeune, par exemple. Donc à chaque fois, ça a des impacts sur, la sociologie de votre audimat ou de votre, lectorat, quoi. D'accord et donc ça signifie que chaque post, doit être adapté au public pour qu'il y ait un clic? Ou ça va trop loin là? On va pas jusque-là. Par contre, on va essayer de réfléchir à comment un peu toujours, hacker en quelque sorte ces réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, ça j'essaie aussi d'être présent sur, les groupes. Par exemple, c'est ce qui marchait bien. Sur Twitter, comme, c'est très limité l'espace qu'on a et ben, on fait des fils, pour résumer les articles. Sur Instagram, on va essayer de faire des formats qui permettent quand même d'avoir, l'essentiel du contenu sans cliquer sur le lien, parce qu'il y a pas de lien. Donc en fait, d'avoir une sorte de résumé d'articles qu'on a adapté en publication. Sur TikTok, et ben, on va faire, des petits extraits des vidéos qui permettent d'avoir, un peu, une compréhension de ce qui est dit, même en un temps assez court. Donc voilà, c'est un peu des défis à chaque fois, qui sont liés aux contraintes, propres de chaque réseau, quoi. OK, c'est fou, ça me passionne, les coulisses, mais OK, d'accord. Du coup, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça à temps plein, quoi? Parce que j'imagine que c'est un travail de fou de faire ça? On se répartit, ce travail-là aussi. D'accord, entre les 4 que vous avez cités tout à l'heure. Ouais, même un peu ouais, c'est ça. Ça me laisse sans voix, donc je me tais et Kiwi, est-ce que tu veux rebondir? Heu, oui, bah, moi ça m'intéresse aussi, énormément la presse indépendante, il y a pas longtemps, je fais un atelier audiovisuel autour de ça justement, de la liberté d'expression et je me demandais, dans votre cas, pour Frustration Magazine, le côté presse indépendante face aux presses des milliardaires, est-ce que c'est dur? Est-ce que la pression, qu'il y a face à ces gros, géants de l'industrie, c'est comment vous arrivez à gérer toute cette pression? Bah, la pression, elle est essentiellement, financière dans le sens où, les médias de milliardaires, donc il y en a beaucoup qui sont, surtout la presse écrite, hein, quasiment à perte. Donc la subvention, elle vient à la fois de subventions d'État qui financent à hauteur de millions d'euros, cette presse-là, qui pourtant peut être possédée par Dassault, par Bernard Arnault et cetera. Et ensuite, elle est subventionnée à perte par les milliardaires et ensuite à ça s'ajoutent, donc des prix de vente et des annonceurs, donc des publicités. Donc dans le cas de Frustration, on a, ni publicité, on est, gratuit, on n'accepte pas, les dons de millionnaires, donc on fonctionne que par les dons. Donc évidemment, c'est un modèle économique qui est fragile, mais qui fonctionne, plutôt bien dans notre cas. Donc on est assez content, mais c'est sûr que la principale, difficulté par rapport à ces médias-là, elle vient de là. Ensuite, sur les autres formes de pression, bah, forcément, ça crée des effets de compétition entre, les différents médias. De fait, hein, c'est pas du tout, la mentalité dans laquelle sont la plupart des médias indépendants, mais évidemment, tout le monde ne peut pas donner, à tous les médias indépendants, c'est logique. Les gens ont pas surtout dans des périodes d'inflation comme la nôtre et cetera.
Donc il y a aussi une pression en fait, au rassemblement des médias indépendants. Sauf que c'est aussi quelque chose qui, à notre sens, pose, pas mal de questions, voire de problèmes. Donc moi je dirais que c'est ça les pressions que je vois et après disons que ça crée aussi une fragilité, un peu structurelle en cas, d'attaque, on va dire, ce qui a pas été trop notre cas, pour l'instant. Mais c'est-à-dire que, un, un gros média peut, encaisser plus facilement une plainte, je sais pas, pour diffamation, ce genre de choses, qu'un petit média. Que la plainte soit justifiée ou pas, hein, d'ailleurs, hein. Genre juste le fait que, par exemple, quelqu'un attaque, ça fait pas le même la même pression, quoi. Et est-ce que vous avez un angle de réflexion justement par rapport à tout ça? Enfin, je veux dire, est-ce que vous adaptez, vos articles, hem, par rapport à toutes les fake news et à ces chaînes qui font de l'information en permanence? Je suis pas sûr de complètement comprendre, la question, pardon. C'est-à-dire que, comme il y a, énormément de médias qui font de l'information en permanence et Ouais. pas mal de fake news, est-ce que, vous pas adapter les articles, mais est-ce que, c'est quelque chose qui vous reste en tête pour essayer de créer, une information véritable? Enfin, la manière de rédiger les articles, on va dire. Bah, c'est oui, enfin, c'est super important tous nos articles, on essaie de sourcer, au maximum. Chaque fois qu'on reçoit un article, on vérifie, si une information, n'a pas de source, bien sûr, on la demande. Hem, Ce qui me frappe effectivement, c'est que, les fake news, on les attribue beaucoup, aux petits médias, aux médias web, aux médias indépendants, aux réseaux sociaux, alors même qu'en fait, on a eu beaucoup, beaucoup de fake news dans les médias dominants. France Info a fait des tas de fake news, quoi, notamment sur, je pense là, j'en ai une qui me vient en tête au hasard, hein, mais sur des propos inexistants de Zoran Mamdani, par exemple, qui sont balancés, comme ça à heure de grande écoute. Donc déjà, c'est sûr qu'il y a pas de, il y a pas de enfin, les médias, qu'on pourrait qualifier d'institutionnels sont pas, du tout, heu, exempts de fake news. D'ailleurs, c'est un concept, duquel je me méfie un petit peu parce que ça a été popularisé quand même, en vérité par, Donald Trump lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant on l'a récupéré contre lui en quelque sorte, mais c'est lui qui disait aux médias sans cesse, fake news» dès qu'un média critiquait sa politique. En fait, il faut faire attention avec, l'idée qu'il y aurait une sorte d'information, officielle qui devrait, sur lequel l'État et le gouvernement devraient, légiférer. Ça, c'est quand même beaucoup de choses qu'on voit depuis des années. Ça a plutôt tendance à inspirer, les régimes autoritaires que l'inverse. Parce que l'idée qu'il y aurait une seule vérité, c'est quand même quelque chose d'assez confortable. Alors bien sûr, il y a des faits durs, hein, ça on va pas les contester, mais, contester des vérités, officielles, c'est aussi le rôle, du journalisme, pensé comme un contre-pouvoir. Et ensuite, sur, les chaînes d'infos en continu, il y a beaucoup de commentariat. Après, c'est vrai que nous, on n'est pas on fait pas du journalisme d'investigation. On fait parfois un peu d'enquête, mais, ça va être plus être, par exemple, je sais pas, s'il y a une loi contre le RSA, moi, je vais essayer d'aller, prendre les témoignages de plein de gens RSA pour donner un autre point de vue sur la situation. Donc je considère que c'est de l'enquête, mais on fait pas du journalisme d'investigation comme le ferait, par exemple, Mediapart. Donc, à la limite, on là aussi, on essaie d'être un contre-pied en termes, d'analyse et de commentaires sur l'actualité par rapport à ce qui se fait dans, beaucoup de médias dominants, c'est-à-dire un point de vue qui est quand même très, soit centriste, soit très, très droitier, quoi. Comme la campagne présidentielle, c'est, juste l'année prochaine, est-ce que, vous avez déjà, préparé, la manière d'aborder ce sujet, dans votre magazine? D'une certaine manière, oui, parce que, en fait, on est dans un rapport assez critique avec, la classe politique en général et avec, la manière dont, l'élection est, devenue un peu, la centralité de la politique. C'est-à-dire que, on a commencé à parler de 2027, dès 2022, quoi, et en fait, ça a fait que continuer et maintenant on va rentrer en campagne, presque 1 an avant la présidentielle. Et nous, même si bien sûr on traite de la classe politique, des politiciens et cetera, on assume aussi que, pour nous le rapport de force sociale, se situe en amont des élections. À la limite, les élections, elles viennent le plus souvent, sanctionner, des dynamiques qui étaient déjà à l'œuvre, auparavant. Et du coup, je pense que ça va être notre manière de traiter de l'élection, quoi. C'est-à-dire qu'on va rappeler les rapports de force sociaux, en jeu et on va essayer de décentrer aussi, par rapport
à l'élection parce que bien souvent, c'est pas là que se passent, les choses les plus importantes entre le macronisme et François Hollande auparavant, il y a pas de rupture, extrêmement nette quand même on a changé de président. Par contre, il se passe parfois des luttes, où là vraiment les choses, il y a des bouleversements bien plus importants qui se passent parfois par les luttes que par l'élection, fût-elle, présidentielle, quoi. Eh bah, merci, pour toutes ces explications de presse indépendante et de magazines. Maintenant, si ça vous va, on va parler, de votre livre et de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Votre livre, si j'ai bien compris, est une association entre les éditions, Les Liens qui libèrent et Frustration Magazine? C'est bien ça. Donc en fait, Les Liens qui libèrent, c'est une maison, d'édition indépendante qui est, connue, bah, pour ses, auteurs critiques, notamment en économie, c'est eux qui publient l'anthropologue, David Graeber, par exemple. Hem Nous, on a fait, d'abord le numéro papier, de Frustration Magazine en coédition, avec eux et ensuite, ils nous ont proposé, bah, de diriger une collection, au sein de, la maison d'édition. Donc ça veut dire un petit peu comme pour les articles, on sélectionne, des projets, on les relie ensemble, on, détermine, la couverture, ce genre de choses, donc là, l'objectif de la collection, c'est un peu comme le ton du magazine, c'est des livres, a priori pas trop longs, qui doivent être, accessibles au grand public et faire de la critique, sociale. Du coup, c'est pas vraiment la maison d'édition que c'est pas vraiment vous qui êtes allé trouver la maison d'édition, c'est plutôt la maison qui vous a trouvé? Ouais, un peu les 2. En fait, Nicolas Framont, donc qui est, co-rédacteur en chef, il avait écrit, des livres déjà pour, Lien qui libère, donc il se connaissait déjà un petit peu, quoi. Il avait écrit, Parasite là-bas et puis, Vous ne détestez pas le lundi. Comment ça s'est passé pour vous de passer, à l'écriture d'un journal par rapport à écrire un pardon, je me reprends dans ma phrase. Comment ça se passe, l'écriture d'un livre, par rapport à l'article d'un journal? Bah, effectivement, c'est pas le même exercice, j'ai trouvé, hein. En difficulté, ça va parce qu'en fait, faut je sais pas, quand des articles d'une dizaine de pages, c'est assez courant et on va dire que, un livre, de 150 pages, ça fait à peu près 50-60 pages, Word, hein, pour situer. Donc en fait, en termes de travail, de longueur, c'est pas une difficulté, voire même souvent l'inverse, hein. Il faut essayer de se restreindre. Par contre, dans le ton, le livre, il est notamment adapté, d'articles que j'ai plus dans Frustration. Ça, par contre, ça implique de changer, et la structure et le ton. J'avais un ton très pamphlétaire. Pour moi, c'est pas tenable, sur, 150 pages. Ce serait, un peu pénible, quoi. Je l'ai laissé de manière un peu parsemée, mais il fallait un peu changer, la méthode d'écriture. Mais moi, j'ai bien aimé. Ça permet de développer, bien davantage son propos, de pas se censurer, voilà, moi je trouvais que c'était un chouette exercice. Et c'est vous qui avez choisi la couverture? Ouais, les couvertures, elles sont faites par, Farton Bing qui est, donc aussi co-rédactrice et en chef, pardon, de Frustration Magazine et directrice artistique et c'est elle qui fait toutes les couvertures de la collection. On sent bien le journaliste derrière, quand à la lecture en tout cas, et dans, le fait de présenter, les faits. Il y a un côté, vous dites que vous n'avez pas voulu faire, un pamphlet, mais on sent quand même, hein, que ça y va, quoi. Il y a un discours quand même assez, bah, qui nous prend par le col, quoi. J'ai envie de dire. C'est très, vivant, quoi. Moi, entre lire un article, une enquête, comme vous avez dit tout à l'heure, même si vous en défendez un petit peu, mais lire une enquête et lire votre, livre, je j'ai pas vu honnêtement la différence à la lecture du livre. Bah, c'est fluide, on comprend tout, on est entraîné, et c'est nickel, quoi. Alors qu'on sait que de temps en temps, les essais, il y en a certains qui sont assez durs, à lire et je vise personne. C'est pas l'impression qu'on a en tout cas en tant que lecteur. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, à la lecture et j'ai bien vu le journaliste, derrière. Est-ce que ça vous gêne si je pense ça ou pas? Bah, non, ça me fait très plaisir, hein. C'est un beau compliment, bah, nos articles et le livre après, et les livres qu'on fait dans cette collection, on les pense exactement comme vous avez dit, donc si vous dites ça, c'est peut-être que, l'objectif est réussi, donc je suis très content, oui, l'idée, c'est pas de faire des essais, académiques, voilà, c'est tout à fait important qu'il y en ait, mais nous, on veut faire un truc, grand public où il y a pas besoin d'avoir, toutes les références,
en prérequis, heu, parler un langage, accessible, voilà donc moi je suis content. Après, au sein du journalisme, il y a plein de formes de journalisme, différents et des fois, il y a des formes aussi d'écriture journalistique, que je trouve un peu, enfin qu'on trouve à frustration des fois un petit peu désincarné, un petit peu très, très neutre. Voilà donc ça par contre, c'est vrai qu'on essaie de proposer une autre écriture, hein. Encore une fois, là non plus, c'est même pas une critique, hein, c'est juste que, c'est pas notre manière de faire à nous, quoi. Mmh. OK, parfait. C'est pas une critique moi non plus, hein, mais quand un livre est facile à lire et qu'il est bien écrit, j'aime mieux le signaler, parce que, l'air de rien, ça fait plaisir, de lire. Ma phrase est bancale, mais c'est pas grave, je ne la couperai pas. On enchaîne. J'aimerais bien qu'on définisse, Bourgeois Guèze du coup, hein, avant d'entrer plus en avant dans votre livre. Alors, pour ceux qui ont écouté nos autres interviews autour de cinéma et je parle de l'interview avec Hélène Fiche, ou Geneviève Sellier, on a déjà noté ces notions, de malaise, de urban gaze et cetera. Donc ça fait référence aussi, vous l'expliquez, hein, vous expliquez d'ailleurs pourquoi vous avez utilisé ce mot anglais et pas le mot français dans le livre. Un bourgeois gaze, ça veut dire quoi? Je vais tenter une définition de tête et vous me reprenez. Bourgeois Gaze, en gros, c'est, à travers un film qu'on va voir au cinéma, on nous abreuve de préceptes et de valeurs bourgeoises. Est-ce que ça vous va ou est-ce que quand même si je tire un peu trop, la corde? Non, non, je trouve ça bien, je trouve ça bien. Le regard en fait, ouais, le style bourgeois gaze, et pas regard bourgeois. Bon, déjà, c'était un petit peu pour, faire une blague au départ, hein, parce que bourgeois, ça sonne, très français et gaze, ça sonne très anglais, mais c'était aussi une référence plus sérieuse, bah, effectivement, au male gaze, au regard masculin qui avait été théorisé par, la critique britannique, Laura Mulvey en 1975 et donc elle montrait que, voilà, il y a un regard, masculin dominant, au cinéma et le regard, il se manifeste de 3 manières. C'est-à-dire le regard de la caméra elle-même, le regard du cinéaste, quoi, du dispositif, le regard, des personnages masculins sur, les personnages féminins dans le film et le regard du spectateur, c'est-à-dire, le fait que implicitement ça fait écho au regard d'un, spectateur, homme, hétérosexuel, et cetera et que c'est un regard, actif tandis que, la femme est réduite à une fonction, passive et du coup, bon, ça s'applique assez bien, en fait, c'est un certain nombre de biais qui deviennent des sortes de normes, qui disent pas leur nom et il me semble que ça s'applique très bien aussi, à la question de la classe. Enfin ça les 2 sont évidemment, en interaction comme, ce qu'on appelle aussi le regard blanc. Hem et donc pareil, c'est, comment, est-ce que, la caméra va filmer, comment il va filmer les bourgeois? Comment il va filmer les classes populaires? Comment sont représentés à l'écran, les bourgeois et les classes populaires et à quel type de public, on parle, quoi. OK, ça marche, j'ai bien compris et c'est bien de mieux préciser. Kiwi, je te laisse la parole. Oui, moi, je voulais juste revenir sur, justement, Chris, tu disais que c'était hyper bien écrit et justement, en bas de page, à chaque fois qu'il y a un terme, cinématographique, que le grand public ne connaîtrait pas ou alors si on n'a pas fait d'études de cinéma, on ne connaîtrait pas, vous l'expliquez en bas de page et justement, on parle du cinéma et tout ça et je veux savoir vous, quel est votre rapport au cinéma? Bah, un rapport de quelqu'un qui aime beaucoup ça, hein. Je regarde, beaucoup, beaucoup de films depuis, à peu près que j'ai l'âge de le faire. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu dans le cinéma, pas mal d'expériences de stage et cetera. J'ai essayé de faire des petits courts métrages, des choses comme ça. Et ensuite, là, dans ce livre, j'ai pu réunir un peu, bah, mes 2 centres d'intérêt, hein. Donc c'est la critique sociale et bah, ma passion un peu pour le cinéma. Kiwi, tu veux enchaîner? Ouais, j'avais un peu une question pour rentrer, un peu dans le vif du sujet, hem, comme vous citez beaucoup de films et tout ça, moi, il y en a un qui m'est venu en tête, c'était, L'amour ouf et j'imagine que pour vous, L'amour ouf, c'est le top suprême du bourgeois gaze. Bah, L'Amour-Ouf, en tout cas, je trouve que un film qui c'est un film de genre, et qui recycle, je trouve, les espèces de clichés qu'on retrouve sur les classes populaires dans le cinéma de genre, britannique et américain, quoi et c'est ça qui m'a frappé. C'est-à-dire que,
c'est un mélange d'influences de cinéma américain, et anglais. Je trouve que tu ça ressemble beaucoup, enfin les classes populaires qui sont montrées ont vraiment l'esthétique un peu skin et cetera, donc elle existait, hein, en France aussi, mais qui était pas forcément, dominante, y compris dans les années dans lesquelles se passe, le film. Donc c'est je sais même pas à quel point c'est bourgeoisesque, mais c'est clairement une vision, fantasmagorique, quoi. Mais après, j'ai pas l'impression que ça a de très grandes prétentions, réalistes non plus, quoi. Alors l'amour ouf, on en a parlé beaucoup dans une autre émission sur Radio Verse qui est «Et alors?» et je pense qu'on n'a rien trouvé de bien et de bon dans le film. Je vous laisserai aller réécouter, notre critique pour ceux que ça intéresse. C'est dans l'émission «Et alors?» et qui est disponible sur lanuitdimanche.fr et sur toutes les plateformes de streaming, audio. Un peu d'autopub, ça ne fait de mal à personne. Est-ce Je que dis: «Oui?» vous en avez pardon? pensé quoi? «Oh, c'est à chier!» Moi, je viens d'aimer. Ah bon? Ah ben merde alors. Tu aurais dû participer à l'émission parce que ça aurait fait une voix positive. Ah, Non, non, ce que j'en ai pensé, c'est que c'était, heu, un long fantasme un long fantasme des pauvres vus par les riches, que la fin se terminait en frustration, et était calibrée pour les petites adolescentes, petites filles de riches, «Ouh là là, qu'est-ce que j'aime mon bad boy!» et voilà ce que j'en ai pensé et la fin dans ce petit, resto, d'autoroute, putain le rêve quoi, à vomir et alors, et la pire scène c'est à la fin aussi lorsque, sur son, chariot élévateur de centre commercial, elle dit à son patron: «Eh, mon mec il a fait de la prison, il va te casser la gueule si tu lui parles pas mieux». Alors là, on est vraiment dans le dans le fantasme du spectateur frustré qui, «Eh attention, moi moi on me marche pas dessus». Bon voilà, à vomir le film. Personnellement, j'ai 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 trouvé, il aurait pu prendre une autre direction avec la double scène dans la comment on appelle ça? Dans la cabine téléphonique. On aurait pu se dire: «Bon, bah, tiens, là, il y a peut-être, est-ce que tout ça n'est pas qu'un fantasme d'une fille qui vient de mourir ou pas?» Mais ce tournant, fantastique, il n'a pas été pris et c'est dommage parce que ça en fait un film, raté, pour moi. Vous Bon. pensez pire ou mieux? Entre 2 quoi. J'ai pas, ça m'a, laissé un peu indifférent comme film, si je suis honnête. C'est ça que j'ai ressenti, moi. J'ai trouvé effectivement que c'était, bon, un cinéma, très, très, très viril, quoi et du coup, si on l'associe au regard bourgeois, oui, ça continue de faire une espèce d'association, une espèce de valorisation, hein, mais étrange. Enfin, l'idée que, en fait, le populaire serait, violent et masculin, là, plutôt pour le valoriser, mais ça reproduit ça, c'est un cliché très, très fort, dans le cinéma bourgeois, quoi. Ouais, c'est la petite fille, qui aime le bad boy, quoi. Moi, j'ai vu ça, la petite fille de bonne famille, hein. Qui aime son bad boy. Moi, j'ai vu tout le film de cette façon-là. Mais toi, Camille, tu aimé le film? Qu'est-ce que tu as aimé, dans le film? après ça fait longtemps que je l'ai vu, j'avoue, je l'ai vu à sa sortie, mais l'image était jolie et il y avait des duos d'acteurs que j'aimais bien, notamment, Adèle Exarchopoulos et Alain Chabat et même, Alain Chabat globalement dans le film qui est plutôt touchant. Alors Alain Chabat, pour moi, c'est un génie, donc oui, mais il peut faire aussi de mauvais films et je vais paraphraser une phrase que vous citez dans votre livre de Louisa Yousfi, «Une réussite esthétique ne fait pas un bon film». Elle dit ça mieux que moi, mais je n'ai pas la référence en tête. Ouais, elle parle de ça à propos, d'Athéna. J'avais bien aimé, ce qu'elle m'avait dit. Athéna qui était un bon exemple aussi dans le cinéma, qui projette, un cinéma masculiniste quoi, qui projette, ses fantasmes virils un peu sur les classes populaires, quoi. Bref, si vous voulez revenir sur, Amour ouf, je vous invite à écouter notre critique avec, James et Léonie sur le film, et vous l'avez critiqué vous dans Frustration Magazine ou pas?
Non, 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 on l'a pas critiqué. Et vous avez bien fait. Vous n'avez pas perdu 2 heures et demie de votre temps. Bravo. Mais revenons à votre livre Bourgeois Gaze aux éditions Les Liens qui libèrent? C'est C'est ça ça, la honte, c'est ça. excusez-moi. Ouais. Bravo. Merci, ouais. Eh bah, tu sais quoi? Je ne couperai pas ça, bien fait pour moi. Kiwi, veux-tu rebondir? Oui, bah, on va continuer dans le cinéma de toute façon, c'est le sujet du livre. Vous parlez des grands prix et des cérémonies, bourgeoises, mais il y a quand même aussi beaucoup de festivals militants, qui veulent mettre, la société en avant dans sa globalité. Est-ce que vous pensez que justement ces festivals militants, ils ont tendance à être, eux aussi bourgeois ou du moins à se gentrifier au fur et à mesure? Bah, faudrait voir au cas par cas. Après, c'est sûr que, le festival en lui-même, c'est une pratique, qui est socialement située. On va plutôt chercher, des gens qui viennent déjà du sérail pour participer au jury, et cetera. Donc, c'est difficile d'y échapper, complètement. Après, c'est sûr qu'on peut pas mettre, au même niveau, tous les festivals. C'est vrai qu'il y a des festivals qui sont venus, à incar qui ont déjà une puissance de prescription qui est pas la même. C'est-à-dire qu'effectivement, les Oscars, Cannes, la Mostra de Venise, c'est des festivals qui sont extrêmement prescripteurs sur, qui vont avoir un impact réel sur la diffusion et la distribution de ces films, derrière. Donc le fait de savoir qui sont les gens qui font cette prescription, c'est quand même, très important et intéressant. Le fait est que ça vient d'une, classe, très homogène, fut-elle, internationale et que du coup, c'est des gens qui vont avoir tendance à légitimer leur propre, goût comme étant, le beau et le bon cinéma et ce que j'essaie de dire dans le livre aussi, c'est que c'est d'ailleurs intéressant de voir que des festivals, y compris quand ils ont eu des origines, populaires et militantes, en fait, sont devenus une sorte d'incarnation de la bourgeoisie, au sens vraiment, littéral du terme, quoi. Cannes qui s'ouvre demain, je sais pas quand ça sera diffusé l'émission, mais enfin qui s'ouvre donc le 12 mai. Hem, bon, les yachts, les hôtels de luxe, les robes de créateurs et cetera, c'est quand même, qui prennent une grosse place, hein, dans la manière dont est perçu, le festival et même dans sa force, y compris sa force, économique. Donc je pense pas en fait qu'on peut, comment dire? Le système bourgeois du cinéma, c'est un système circulaire où il y a plein de maillons qui sont, interdépendants les uns des autres. Si on s'attache à un seul maillon, évidemment, on change pas la structure et les festivals, c'est un petit maillon de cette structure. Donc on peut tenter d'autres choses et je pense qu'il y a des festivals qui le font bien. Après, évidemment, le fait de même se rendre au de s'intéresser au festival, de se rendre à des festivals de cinéma en tant que spectateur, bon, c'est un petit peu socialement situé. Mais je les mets pas du tout tous au même niveau. Je pense pas qu'ils soient tous embourgeoisés et gentrifiés. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je prends par exemple, les états généraux du documentaire, en Ardèche, Oui, qui n'a pas vraiment l'air d'être, embourgeoisé. voilà, c'est un bon exemple. Et justement, je voulais, aborder aussi le côté documentaire parce que vous en parlez un petit peu, mais je voulais approfondir un petit peu, ce cas, parce que le documentaire, c'est quand même censé représenter, les réalités sociales. Hem, mais il y a quand même une part du cinéma documentaire, qui est quand même, assez, cynique et qui est très centralisée sur Paris ou sur les grandes villes, sans montrer la réalité de la campagne ou d'autres, endroits comme ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous évoque le documentaire de plus, que ce que vous avez dit dans votre livre? Bah, malheureusement, j'en ai pas beaucoup traité, c'est un peu un tort parce que ça aurait été intéressant. Je pense que parce que, en fait, le documentaire, il a beaucoup d'ambiguïté par rapport au regard bourgeois. En fait, c'est un cinéma qui demande, moins de moyens, donc c'est un cinéma qui est aussi plus accessible. Là, l'autre fois, je faisais, une interview, enfin, j'interviewais Amandine, Gay qui a écrit, Vivre libre, qui est réalisatrice. Bon, elle expliquait qu'il y a en gros, 5 femmes noires, réalisatrices en France, 5-6 quoi. C'est très, très peu et bon, elles sont surreprésentées justement dans le documentaire à la télévision. C'est aussi parce que, en termes d'accès, c'est un petit peu moins cloisonné parce que les financements sont pas les mêmes. Ensuite, en termes de public, c'est variable. C'est-à-dire il y a quelques documentaires qui cartonnent, qui sont, grand public et cetera. Mais c'est vrai que par, les réseaux de distribution du documentaire, souvent c'est, comme le cinéma, dominant, c'est celui de narratif, celui de divertissement et cetera. Le cinéma documentaire est pas le plus, forcément le plus accessible
La troisième ambiguïté, c'est au niveau, voilà, c'est censé représenter le réel. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine. D'ailleurs, des espèces de surnoms, au documentaire, le cinéma du réel et cetera. Ça, par contre, je pense que c'est un peu un mensonge dans le sens où, dès qu'on a une caméra, il y a une interprétation qui est faite, à tous les niveaux. C'est-à-dire, le sujet dont on va traiter, ou ne pas traiter, le montage, enfin, les choix de montage, ce qu'on va garder, ce qu'on va enlever, la manière dont on va positionner sa caméra. Est-ce qu'on va filmer pareil que, d'où est-ce qu'on vient soi-même? Est-ce qu'on vient en temps, filmer, les siens ou est-ce qu'on vient, en observateur? Tout ça va déterminer une position par rapport à son sujet dans le documentaire, ce qui fait que le documentaire, a pas de raison d'être exempt du regard bourgeois non plus. C'est-à-dire que et voire même si on vient conforter ses biais, en faisant le film, ça pareil, ça dépend un peu de sa démarche, on peut tout à fait se retrouver avec, les mêmes mécaniques que dans le cinéma de fiction. D'ailleurs, je rebondis, si jamais, chers auditeurs et chères auditrices, vous voulez, voir plus de documentaires, je vous invite à consulter la plateforme Tank, qui est, le Netflix du documentaire globalement. Et si vous êtes ardéchois, il y a un abonnement offert par, la médiathèque, d'Ardèche. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Pour revenir au bourgeois gaze, qu'en est-il aussi des films d'animation? Vous l'évoquez, très peu, dans le livre. J'ai l'impression qu'il y a quand même c'est quand même un secteur qui a besoin de beaucoup d'argent, mais il y a aussi, cette présence un petit peu du bourgeois gaze ou pas du tout selon vous? Je pense qu'on peut le retrouver de différentes façons. Le bourgeois gaze, hein, ça peut être, non, bah, ça se manifeste de plein de façons différentes. Ça va être la construction narrative, ça va être, les valeurs qui sont apportées par, le film, son message, les formes qui vont être valorisées plutôt que d'autres. Donc il y a pas vraiment de raison là non plus que, comme il y a pas de raison qu'on retrouve pas du male gaze dans le cinéma, d'animation et d'ailleurs, bon, bah, on l'a retrouvé beaucoup le male gaze dans le cinéma, d'animation. Maintenant, c'est effectivement, j'en parle, quasiment pas dans le livre parce que, on se situe souvent dans des espaces qui se tendent un petit peu moins quand même au réalisme et où l'analyse de classe est, des fois un petit peu plus, moins évidente à mener. Maintenant, il y en a clairement, il y a différentes, manières de faire. Je pense que, par exemple, Ma vie de courgette, c'est, un cinéma d'animation qui s'intéresse à d'autres milieux sociaux, voilà, enfin, je sais pas. Je j'ai pas, justement, j'ai pas trop traité du sujet. Pas forcément parce que c'est un cinéma que je connais beaucoup moins, mais parce que, je pense que le concept est peut-être moins spontanément opérant dessus, quoi. Et dans le film, dans le cinéma en général, il y a quand même des films qui veulent représenter ou qui veulent représenter la société ou alors qui sont pas forcément déconnectés. Je pense à, Gagarine, La Voie royale, qui osent, aborder les difficultés des études, de l'emploi à la ville ou à la campagne ou dans une cité en fin de vie. Est-ce que, ce type de film, c'était aussi dans votre champ de recherche pendant l'écriture? Oui, complètement, je me suis un pour le coup, il y a une grosse partie donc qui traite de ce qu'on appelle, le cinéma social. Moi, je conteste même, cette catégorie, mais en fait, elle existe de fait. C'est-à-dire qu'un cinéma qui va parler de, la vie de la grande majorité de la population, c'est-à-dire, des employés, des ouvriers, des gens qui bossent, dans l'agriculture, des classes populaires, de banlieue ou, de la ruralité, des classes moyennes, quand même une grosse masse de gens en France, hein, si on les regroupe. Bon, en fait, c'est si peu présent dans le cinéma français que c'est devenu, un genre, donc le cinéma social. Donc un genre, ça veut dire que, il y a des codes qui vont se répéter, des structures narratives qui vont, revenir, qu'il y a des acteurs, qui viennent incarner, le genre. Cinéma d'action, je sais pas, ça peut être, Jason Statham, des gens comme ça. En cinéma social français, ça va être Vincent Lindon qui va jouer dans tous ces films-là, quoi. Et et là, c'est intéressant parce qu'on voit une différence avec la manière dont, ce cinéma traite de ces milieux-là, par rapport à quand il traite de son propre milieu. Parce que d'un côté, il parle de lui-même et de l'autre, il vient en observateur et ce que j'essaie de montrer donc, c'est qu'on a un regard, de surplomb. On a un regard souvent, misérabiliste. Misérabiliste, c'est-à-dire qui, va esthétiser, la misère pour la rendre, belle et puis, donner de l'émotion,
au public bourgeois, qui va être, pas mal, construit autour du désespoir, de la résignation, de la tragédie. Tragédie, c'est quand même l'idée que, rien ne peut changer et que tout va rester comme ça et que le destin est écrit d'avance. Donc ça va se manifester, par, des crises cardiaques, des démissions, des meurtres, Vincent Lindon qui se fait brûler, vif, et cetera. Hem et pour ce qui est du cinéma de banlieue, qui est donc une sorte de sous-genre du cinéma social, je pense à ça parce que vous avez cité, Gagarine. Bah, heu, Gagarine est un cas un peu différent du coup, je trouve qu'il s'extrait plutôt bien de pas mal de des clichés justement du cinéma de banlieue. Dans le cinéma de banlieue du coup, du film de banlieue qui a été en fait, qui a émergé en fait après le succès, on va dire, de La Haine. Il y avait d'autres films qui étaient sortis dans les années 80 sur la banlieue, mais qui n'avaient pas eu beaucoup de succès, public, enfin qui avaient été peu diffusés quoi. La Haine, d'un coup, ça a été un petit choc et pour cause, parce que ça parlait d'un phénomène, en fait, qu'avait jamais traité le cinéma français, alors qu'il habitait, en fait, les banlieues françaises, c'est-à-dire, toutes les vies fauchées par la violence policière. De ce point de vue-là, même si c'était là aussi construit comme une tragédie, et vendu comme telle, ça avait une certaine justesse. Sauf que, heu depuis, le cinéma de banlieue va s'auto-référer à ça et ce qui était à ce moment-là un geste provocateur devient en fait, un truc assez banal où en fait on va surreprésenter cette tragédie au point d'en faire un argument marketing. C'est typiquement la le geste, du cinéma de genre. Donc par exemple dans Athéna de Romain Gavras, parce on l'a cité plus tôt. Romain Gavras, donc fils de Costa Gavras, surtout connu pour ses clips, de musique et son goût pour, le riot porn, donc en fait, le fait d'esthétiser, l'émeute. Lui, il en fait carrément enfin Netflix en fait un argument marketing en disant une tragédie, signée, Romain Gavras et là, on va retrouver pareil d'autres manières, d'autres esthétiques typiquement bourgeoises de représenter, la banlieue, à savoir filmer, les jeunes, arabes et noirs de banlieue comme, des masses grouillantes et violente. Parce que c'est ça aussi quelque chose qui est assez typique du cinéma bourgeois, c'est de nier l'individualité, en fait, des personnages populaires, de leur nier ce qu'ils accordent aux personnages bourgeois, c'est-à-dire, une vraie agentivité, une vraie, complexité, morale et psychologique, une vraie subtilité. Là où ils nous abreuvent de ça, justement dans les personnages bourgeois. Mais ça, il le confère, cette subtilité, si, il casse, la personne qui intègre le cinéma. Je pense, notamment, à Joe Star, à Ahmed Silla, ou au film Bagarre qui est sorti, récemment. Vous parlez d'ailleurs dans votre, livre de Lachli qui dit, et vous dites que son cinéma est devenu compatible avec le regard bourgeois. Et pour, continuer la réflexion que je viens de faire, mais voilà, si vous faites allégeance au cinéma bourgeois, vous gagnez en complexité. Par exemple, Joe Star, les premiers films qu'il a tournés, il avait des rôles d'homosexuels. Ahmed Silla, il est, travesti en femme dans ses films. Vous cassez le cliché, bah, vous êtes, adoubé par le regard bourgeois. Vous êtes, admis dans le sérail. Est-ce que vous pensez que je délire ou est-ce qu'il y a de ça aussi? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. En tout cas sur la première partie, c'est sûr que, un film comme Les Misérables, c'est un cas intéressant parce qu'on a quelqu'un qui vient d'un milieu, très populaire, ouvrier. Son père, le père de Leslie était éboueur. Il a grandi, à Montfermeil et donc c'est assez exceptionnel, comme parcours en fait. C'est rarissime et effectivement en plus quand on a ce genre de parcours, qui s'est semé d'embûches quoi, on va toujours essayer de nous, remettre, à notre place. Mais du coup effectivement, en fait, un auteur n'est jamais complètement libre, de faire ce qu'il veut quand il fait un film. Ça passe par je ne sais combien de relectures, que ce soit de producteurs, que ce soit, les commissions d'avance sur recettes, pour, les financements publics, pareil pour les financements, locaux et cetera. Donc en fait,
il y a un peu ce qui se met en place, ce que Bourdieu appelait une sorte de, censure, structurale, quoi. C'est-à-dire, le fait qu'effectivement on va replier son propos de manière à le rendre compatible avec ce qu'on imagine être, le public. Dans le cas des Misérables, dont je parle pas mal dans le livre parce que je trouve que c'est un cas vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'en fait ça arrive en 2019, donc 2019 c'est un gros moment comment dire? Où la violence policière, qui a toujours existé en France, percute un peu l'opinion publique et se déchaîne contre, un public qui, d'habitude s'en pensait, plutôt, exempté, quoi. C'est-à-dire, les classes populaires blanches, ça fait longtemps qu'elles n'avaient pas expérimenté avec une telle violence, avec des gens qui ont perdu des bras, enfin des mains, des yeux, certains qui sont morts, certaines qui sont mortes. Hem Et donc ça arrive dans ce contexte-là qui est, donc une très grande visibilisation des violences policières parce qu'elles avaient rarement été aussi autant filmées, et diffusées, en France. Et c'est bien que, bon, le sujet est un peu brûlant et de là ben, il y a plusieurs visions, qui vont s'affronter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont comprendre ce que c'est, une répression d'État, qui casse un peu le masque, républicain, démocratique, des démocraties libérales. C'est-à-dire qu'on voit très bien que dans une démocratie libérale, à un certain niveau de tension, bon, il reste plus grand-chose de démocratique. Des choses que nous expérimentaient déjà plein de gens, hein. On a vu pareil, les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, bon, ils ont compris que, c'est pas le droit normal qui s'applique à eux et ça, ils l'avaient compris depuis toujours. Et donc ce film et donc après il y a une autre vision qui est la vision, bourgeoise de la situation. C'est-à-dire, bon, c'est le bourgeois, centriste de gauche, il trouve pas génial, de voir des gens se faire démembrer par la police. Mais par contre, son avis, ça va être que, bon, c'est un métier, difficile quand même et bon, il y en a quand même qui cherchent un peu et bon, en même temps, les autres aussi sont violents. C'est une mise en équivalence des 2 violences. Et dans le cas, des Misérables, je trouve que donc c'est quelqu'un qui ne vient pas du tout du milieu bourgeois. Heu Par contre, dans le dispositif qu'il met en place, c'est-à-dire, le fait de suivre 3 policiers de la BAC plutôt que, les habitants des quartiers populaires, et le public auquel s'adresse le film, pour moi, c'est évident qu'il ne s'adresse pas, aux habitants des quartiers populaires. Pour moi, c'est évident qu'il s'adresse au public, urbain, centriste et cetera. Et ben, je trouve qu'il se plie aux bourgeoises. Et ce que vous disiez juste avant, en fait, sur le fait de, bah, on a des personnages, populaires, en fait, qui sont, en arrière-plan. Je veux dire les 3 personnages principaux, c'est bien des policiers de la BAC et donc les personnages de Montfermeil, en fait, sont très, très peu développés, psychologiquement, moralement et cetera. Ils servent que de fil narratif, heu, à montrer, donc cette épopée de ces 3 policiers de la BAC qui font des bavures plus ou moins sans faire exprès, qui sont très, très inquiets, de l'action de l'IGPN et cetera. Sur le deuxième point, donc sur le fait que, d'être un peu, ravalé par le système, hem, je comprends, je ferais peut-être attention avec l'association avec, le fait de faire des personnages homosexuels, mais il a fait des personnages de policiers et tout, de Star aussi. Donc je comprends, c'est-à-dire que c'est effectivement, moi je trouve ça plus intéressant le truc de policier parce que c'est quelqu'un qui va être connu avec NTM pour son rap, contre la police, On va foutre le feu et cetera et que derrière effectivement on le met dans des rôles de policier. C'est effectivement quelque chose d'un peu humiliant, et c'est une manière de désamorcer, la charge critique qui est portée par ces gens-là. Mais après je pense que c'est aussi, sincère en quelque sorte de la part de Joe Star. En fait, quand on arrive dans le milieu du cinéma, on change en fait aussi de milieu in fine, hein. Surtout si on fait pas attention à si on a envie en plus de s'extraire de son milieu d'origine, quoi. Alors après, sur le côté, Joe Star, rôle homosexuel, je précise quand même, ma pensée, j'étais en raccourci. Je disais ça en rapport qu'il charrie tout un lot de préjugés, virilistes de par ses chansons et cetera et qu'on on lui a dit, «Bah, tiens, va jouer, un homosexuel. Il y a pas de honte, à être homosexuel, sinon je serais totalement mort de honte». Mais, je suis encore debout. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur, que Les Misérables, c'est pas un public qui c'est un
que Les Misérables, c'est un film dont le public est forcément, bourgeois, grosso modo, si j'ai bien compris et moi je me dis: «Mais est-ce que, c'est pas un accord tacite, en fait?» Heu, est-ce qu'on nous, en tant que spectateurs, on n'est pas dupes, de ça? Par exemple, je prends mon nombril comme exemple. Moi, je viens, j'ai un alors moi, je viens d'un passé assez pauvre. Donc, Rosetta, tout ça, je connais. L'assiette qu'on doit partager à 5, je connais, j'ai très bien connu ça. Il me viendrait jamais aujourd'hui à l'idée où ma situation a changé, d'aller voir un film des frères Dardenne, d'aller voir un Ken Loach ou d'aller voir tout ce genre de film. C'est hors de question que je mette les pieds, dans ce genre, de cinéma malgré tout le bien, qu'on en dit. Est-ce que du coup, face à la proposition de tous les films, est-ce que c'est pas normal en fait? Moi, je comprends très bien que, oui, Les Misérables, c'est un film pour bourgeois qui n'a jamais grandi en cité. De Dardenne, c'est pour, les bourgeois qui ne savent pas ce que c'est, qu'avoir, 10 ans et de connaître la faim. Bon, bah, d'accord, allez-y quoi, je m'en fous moi. Hem, je finis ma question. Hem, est-ce que ça oui, bah, alors, effectivement, en fait, c'est-à-dire que quand un film, fonctionne, y compris dans le segment du cinéma d'auteur et ben, on va essayer de répéter, la formule et du coup, on a des films qui finissent par se ressembler et qui, du coup, visent un public cible et je pense que, par exemple, Les Misérables, ça vise effectivement un certain public, qui est pas forcément entièrement bourgeois, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la bourgeoisie a adoré ce film. Ce qui devrait déjà, alerter un petit peu, quoi, parce que, la bourgeoisie, historiquement, a pas trop apprécié, les protestations contre les violences policières qui ont émergé dans les cités, et dans les banlieues. Donc, déjà, le fait qu'elle l'ait autant apprécié devrait interroger et je pense qu'elle l'a autant apprécié parce que le discours est très peu dérangeant. C'est-à-dire, cette mise en équivalence des violences qu'est-ce que ce film, produit, je pense que c'est, la vision dominante justement, voilà, la bourgeoisie progressiste et la bourgeoisie de droite, elle a vu son film, un peu équivalent qui était Bac Nord. Après, sur toute forme pour moi de cinéma social ou qui met en place, des milieux populaires est pas condamnée à être destinée au public bourgeois et je pense qu'on a des cas, qui le montrent. Par exemple, Robert Guédiguian qui est parfois un peu présenté comme, le Ken Loach, français, raison ou à tort. Je sais pas, Marius et Jeannette, par exemple, c'était un film qui mettait en scène des ouvriers marseillais. Hem, mais voilà, c'est une dimension de leur vie. On voit aussi leur histoire d'amour et ça a été un grand succès populaire, à l'époque, par exemple. C'était pas un réservé, finalement à la bourgeoisie, loin de là. C'était quelqu'un qui filmait, bah, les siens, quoi, qui filmait son milieu et on voit que ça change vraiment le traitement, quoi. OK, d'accord, merci. Du coup, je comprends mieux. Kiwi, je te redonne la parole. Oui, pour continuer un petit peu, là-dessus, la représentation de l'argent, c'est et l'attirance des bourgeois au cinéma, est-ce que c'est pas aussi lié quelque part, à l'augmentation et au prix, un peu aberrant des fois du tarif à l'entrée de cinéma? Genre faire des films pour les riches parce que de toute façon, il y a que eux, qui peuvent aller les voir. Bah, alors, peut-être que ça joue. Après le paradoxe étant que, le prix des billets est généralement plus cher dans les multiplex que dans les, salles, d'arrêt d'essai. Mais en fait, la sélection, elle se fait pas, à ce niveau-là, en fait, elle se fait bien, au niveau du public cible de cinéma, quoi. Parce que finalement, en vérité, Avatar, par exemple, qui va être du cinéma, grand public, ça va coûter tendanciellement plus cher. Ça va coûter très cher, effectivement. Heu, En fait, il y a plusieurs choses, mais je trouve que, déjà, on exagère beaucoup la crise de la salle. C'est un truc qui revient, sans arrêt. Les exploitants, donc les salles de cinéma s'en plaignent, tout le temps. Mais bon, en fait, à chaque fois, le nombre de gens qui vont au cinéma chaque année en France est quand même très élevé. On fait partie des pays parmi les plus cinéphiles au monde. Hem, Ça va quoi, on a un très, très grand, tissu de salles. En fait, elle est un peu à relativiser cette crise de la salle. Les gens vont quand même encore pas mal au cinéma en vérité. Après, c'est vrai que quand,
quand ils voient qu'il y a un petit, disons comment dire? Une petite baisse, c'est vrai que se poser la question du fait que, dans certaines villes de France, ça coûte et pas que Paris, hein. À Amiens, par exemple, c'est le cas aussi, hein, qu'aller au multiplex, ça vaut, 16 € la place. Évidemment, ne pas se poser la question, c'est quand même, un peu aberrant, quoi. Après, disons que la l'économie du cinéma ne fonctionne pas que sur la salle, donc on peut pas l'expliquer que par ça. C'est-à-dire, c'est pas tout enfin, c'est même c'est on se rentabilise pas toujours sur la salle. Après, c'est, une économie de longue traîne, comme on dit, donc derrière, c'est l'exploitation, en VOD, en SVOD, en DVD et cetera, qui fait qu'à la fin, le film devient rentable sur le temps. Mmh. 16 € mais juste pour voir le film sans artifice ni quoi que ce soit? Ouais. Waouh! Pardon, moi c'est 8 € plein tarif donc je Bah, ça, c'est un prix, par exemple. Mais c'est ça, en fait, il y a encore plein de petites salles qui proposent des prix, intéressants. À Montreuil, par exemple, le cinéma, Méliès, qui est un peu un cinéma historique, qui, je crois, est un des derniers cinémas publics, de France, hein, bon, la place, elle est autour de 7 € quoi, donc ça n'a rien à voir, quoi. Et l'UGC OK. Halles, ça va être, qui est une autre salle historique, française pour d'autres raisons. C'est, effectivement, c'est autour de 13-14 € hein, de tête, hein. Oui, c'est C'est 13 € à Lyon les UGC et je vais dire c'est mon cinéma puisque vu les prix exorbitants, je me suis pris une carte, illimitée, chose qui n'existe pas, il me semble, en Ardèche. Tu n'as pas ça toi, tu as 8 € la séance. non, mais il y a des cartes 10-20 places, valables toute l'année. Ouais, tant mieux. Il y a aussi le pass culture, même si c'est en train de disparaître à petit feu. Mmh. Hem, Est-ce que, aussi, au final, le bourgeois gaze, c'est la représentation, pure et dure de la méritocratie défendue par, toute l'extrême droite? Alors, il y a clairement, une prédominance de ça dans le cinéma et dans le cinéma bourgeois. Après promu par l'extrême droite, vous y allez un peu fort dans le sens où pour moi c'est promu par bien plus largement que l'extrême droite. Hem, Disons que, il y a tout un cinéma et ça va peut-être faire le lien avec ce que vous disiez, Christophe aussi, qui met en avant, bon la personne qui s'extrait, de son milieu social, qui est toujours, présenté comme, milieu social populaire, qui est présenté comme un milieu, assez terrible. Et finalement, l'émancipation, ce serait, de rejoindre, la bourgeoisie. Hem, Ça se fait par exemple, bon ça c'est tout le cinéma un peu de transfuge de classe, quoi. Par exemple, Marvin ou La Belle Éducation, d'Anne Fontaine, où en fait, on voit un milieu, prolo extrêmement, caricatural. Ils mettent pas la lumière chez eux, ils tirent la gueule, ils sont en Marcel avec 3 bouteilles de pastis en train de gueuler sur, bon, je vais pas dire le mot, mais enfin sur les homosexuels, quoi. Et son émancipation, ça va être, de monter à Paris, ça va être de faire du théâtre avec Isabelle Huppert et cetera. En fait, il y a une valorisation par la bourgeoisie de son propre milieu et l'idée que, donc c'est absolument souhaitable et enviable, de s'extraire de ce milieu et de le faire selon les normes, de la bourgeoisie. Je pense qu'en Fanfare, c'est un autre exemple un peu de ça. C'est-à-dire, pour être intéressant, le personnage de, musicien, un peu prolo, il doit être un peu génial, en fait. Ça peut pas être juste super qu'il fasse une fanfare, non, il faut qu'il ait, l'oreille absolue et pour ça, il faut qu'il ait un sauveur bourgeois donc ce qui renvoie en plus à l'idée que parce que c'est son frère dans le film qui est, chef d'orchestre, ça renvoie un peu à l'idée d'ailleurs que le talent serait quelque chose de quasiment génétique, alors que justement, en fait, le talent artistique selon les normes, dominantes, les normes bourgeoises, c'est quelque chose qui se construit socialement. C'est une conséquence, de la division du travail, en fait et donc oui, il y a clairement ce thème revient beaucoup, hein, dans le cinéma de Gus Van Sant, par exemple, cinéma indépendant américain. Il y a 2 films connus qu'il a fait, qui reprennent exactement ce schéma-là. C'est, Will Hunting et À la rencontre de Forrester. Là aussi, il faut que pour s'intéresser aux classes populaires, il faut qu'il y en ait un qui soit, une sorte de mathématicien génial, et l'autre un écrivain, génial en devenir et je pense que ça, j'en parle pas beaucoup dans le livre, mais je pense que c'est aussi la manière dont est présent le bourgeois gaze dans le cinéma américain, qui est une autre,
Je pense que le bourgeois gaze, il s'adapte au con à des il se manifeste différemment selon les contextes de production et les cinémas nationaux. Je pense qu'en France, il se manifeste notamment par une énorme surreprésentation de la bourgeoisie. Ça, je cite les chiffres, du collectif 50-50 et de leur étude, qui peuple le cinéma français, où ils montrent qu'il y a 75 des personnages représentés à l'écran dont on connaît le milieu social qui viennent en fait des catégories, sociales, socio-professionnelles supérieures. Donc c'est une surreprésentation énorme de la bourgeoisie, qui représente au maximum, 20-30 de la population française. Donc 75 des gens qu'on voit au cinéma, c'est une représentation énorme et je trouve que dans le cinéma américain et hollywoodien, ça se manifeste différemment. Ça va être plutôt, le everyday man quoi, le type un peu commun, ou la femme, hein, de temps en temps, ou sa famille en général, qui habite en gros, le pavillon, de banlieue, de classe moyenne, mais qui est en fait quand même une assez grosse maison. Ce qui coup distille un peu, et ça va être un schéma, narratif où c'est, cette personne ou cette famille qui va s'affronter, à un certain nombre de difficultés et y parvenir, grâce à ses propres, capacités. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le cinéma d'horreur, qu'on voit beaucoup dans le cinéma catastrophe, qu'on voit beaucoup dans les drames. Hem, Ça, pour moi, c'est une manière de distiller l'idéologie, bourgeoise libérale de manière, un peu plus insidieuse, mais c'est aussi une forme de regard bourgeois avec des gens qui, en fait, sont assez socialement difficiles à situer, mais qui représentent, on va dire, la classe moyenne blanche américaine comme, quelque chose de parfait, enfin quelque chose qui devient de l'ordre de la norme d'accessible à tous, quoi. Et du coup, vous en parlez beaucoup dans le livre, mais avec, tout le côté, népotisme du cinéma, si j'ai bien compris, il est plus question de mérite, mais de juste tomber sur les bons parents. Et ben, ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, moi, je me suis basé, pour, l'écriture des articles et puis, du livre sur, 16 printemps de Suzanne Lindon. Donc Suzanne Lindon qui est, la fille de Vincent Lindon et de, Sandrine Kiberlin. Donc c'est pas par, spéciale animosité envers cette, actrice et réalisatrice, qui pourrait avoir plutôt bonne actrice. Mais c'est juste que je voyais bien que ça crée un effet d'agacement du fait qu'elle ait réalisé son premier film à 21 ans, là où la moyenne d'âge, d'un premier long métrage, c'est autour de 38 ans. Et comme on vit en fait dans cette, idéologie du mérite, constater en permanence que, elle est fausse de la part des mêmes personnes qui, la promeuvent, ça crée un effet, d'agacement. Donc, ça montrait à nu en fait, un système qui existe, très, très largement dans le cinéma, qui est celui, bah, oui effectivement du népotisme. Là, c'est un népotisme extrêmement, direct puisque c'est le même nom et cetera. C'est la fille en plus du coup de Vincent Lindon qui, incarne, le cinéma social français, tout en disant que c'est très, très dur, d'être un bourgeois dans le cinéma. Ce qui du coup, nous est enfin l'inverse nous est démontré, sans cesse et du coup, je trouvais ça intéressant comme point de départ pour montrer que, bah, oui, en fait, c'est pas un cas, exceptionnel, c'est assez systématique, même quand c'est moins évident. Il y a un tel, niveau de barrière à l'entrée pour faire du cinéma en France, qu'il y a une sélection sociale, extrêmement, rigide qui s'opère. Le résultat, c'est que, là où, on va dire les gens qui viennent de milieux ouvriers, employés, ou agricoles, ça représente à peu près la moitié de la population française, ça ne représente que 10 des cinéastes français, quoi. Donc il me semble que, la le mérite a un peu, n'a un peu rien à voir là-dedans. En fait, ouais, le mérite n'a rien à voir avec la possibilité de faire des films. D'ailleurs, on voit bien que le résultat, c'est qu'on n'a pas toujours des bons films et c'est le moins qu'on puisse dire et qu'il y a pas que des gens talentueux qui font des films. Il y a des gens qui sont issus du milieu bourgeois qui sont très talentueux, mais c'est pas le critère qui a fait qu'ils ont pu, faire des films. D'où l'importance de nous faire croire que le talent, est héréditaire, dans les films, de la bourgeoisie. Dans le livre, vous, racontez une anecdote, moi qui m'a fait rire, mais qui est quand même un peu triste dans le fond. Mais suite à des articles dans Frustration Magazine sur les nepo babies, vous avez la mère d'une jeune actrice qui vous écrit pour vous dire: «Bravo, hein, c'est vraiment bien vu, mais ma fille, elle le mérite» et j'ai trouvé ça à la fois, touchant de la mère, mais très triste et très révoltant. Bah, Hem, une Pardon. une réalisatrice assez accomplie, hein, là et effectivement sa maman vient d'un milieu, elle-même, assez bourgeois, mais bon.
Elle a on n'a pas dit son nom volontairement parce que c'est des échanges de mails privés, ça se fait pas, mais oui, c'était Mmh. assez comique, quoi. Et sur, je sais plus si vous avez cité le site le là, je sais plus si on a cité le chiffre pendant l'entretien là, mais vous le dites dans votre livre, c'est 70 des, réalisateurs qui sont issus de la bourgeoisie, dans le cinéma français. Ou 75, j'ai un doute. Enfin Alors, bon. bah, c'est 70 qui viennent effectivement de milieux, favorisés, on va dire, hein, sur le plan matériel, quoi. Donc, ça peut être, petite bourgeoisie, petit patronat et cetera, cadre supérieur, profession libérale, avocat, médecin, architecte, ou alors, des fois la très grande bourgeoisie, quoi, le grand capital, fils de grands patrons, très grands patrons ou de hauts fonctionnaires. Ils sont absolument, surreprésentés. Moi, pour ça, j'ai pris, 269 réalisateurs sur les, 35 dernières années et j'ai regardé, ouais, leur origine sociale. C'est une démarche qui d'ailleurs touche crée toujours un peu des crispations, hein. Ça fait quand même 35 ans que Bourdieu a produit ses travaux, mais s'intéresser aux origines sociales, ça crée encore beaucoup de réactions, épidermiques et en fait, ça avait été peu fait sur le cinéma. Moi, c'est ça que j'ai constaté quand j'ai fait mes petites recherches, parce que je me suis retrouvé à les faire tout seul alors qu'en fait, c'est des choses qui sont faites dans beaucoup d'autres milieux. C'est quelque chose qu'on fait, par exemple, dans les grandes écoles. On regarde l'origine sociale des étudiants. Bah, pourquoi ne pas le faire pour les cinéastes? Surtout que c'est pas des attaques personnelles, hein, c'est juste, essayer de capter, le milieu, quoi et c'est intéressant que vous ayez confondu avec 75 parce que 75 c'est juste la manière, le chiffre de, surreprésentation des bourgeois dans les films et quand même, c'est des chiffres qui se ressemblent. Donc, c'est pas pour dire qu'il y a un rapport mécanique, mais, il semblerait que tous ces réacteurs bourgeois aiment bien quand même mettre en scène des bourgeois et prendre comme acteurs des gens qui viennent du même milieu qu'eux, puisque depuis que le est sorti, je me suis attelé à faire, la même analyse pour les, 40 acteurs et actrices qui tournent le plus et je suis tombé à 70. Donc en fait, le fait que ce soit toujours autour de ce chiffre, sans dire que c'est un rapport mécanique, c'est quand même assez révélateur de grandes tendances, quoi. Mais sur le côté, épidermique, quand vous cherchez les origines sociales, c'est peut-être aussi parce que ça touche à l'artistique et qu'il faut bien vendre l'idée que, il y a les muses, et un besoin impérieux, de l'art qui guide, le réalisateur, les acteurs et cetera et il y a tout un storytelling, autour de ça. Je me souviens du storytelling, autour de Xavier Dolan quand il est apparu, sur la scène, artistique, le storytelling auquel moi j'ai adhéré, au début en lisant les articles, comme quoi, ben voilà, c'était un génie, si jeune, si frais et cetera et puis en regardant sa biographie, à 4 ans, il courait déjà les plateaux cinéma avec son père, il avait tous les codes, de ce milieu, toutes les connexions. Il y a aucune surprise à ce qu'il ait, réalisé et écrit des films aussi rapidement. Mais voilà, on nous l'a vendu comme un génie au talent tellement, colossal qu'il ne pouvait pas rester, dans l'ombre, plus longtemps. Qui Bah, c'est sûr, hein, pardon. cette bourgeoisie culturelle et artistique, elle se légitime par la figure de l'artiste génial, solitaire. Bah, j'ai vu que vous aviez interviewé Geneviève Célier, ce qui explique bien ça aussi, hein, sur le culte de l'auteur, hein. L'idée qu'un film est, comme ça, enfin, émane d'une personnalité, géniale et cetera, et qui du coup efface totalement, le processus de fabrication, de construction, de ces films et je pense que dans le cas de la bourgeoisie culturelle, en fait, il y a cette idée, enfin, que ce serait une bourgeoisie quasiment qui vivrait, d'art, de lettres, de films. Non, hein, je veux dire, c'est des gens qui ont des capitaux économiques et familiaux, quand même extrêmement forts. Enfin, c'est des gens qui ont souvent beaucoup d'argent, voire, énormément d'argent, pour parler concrètement. Et en fait, ça vient aussi rappeler ça, parce qu'en fait, on est obligé de le faire parce qu'on peut pas se baser sur leurs revenus propres parce que le cinéma, comme le journalisme d'ailleurs et comme d'autres, c'est des carrières où en fait, on commence souvent de manière très précaire avec des bas revenus et c'est vrai aussi pour, des cinéastes, installés, quoi. C'est-à-dire s'ils doivent faire, assistant réalisateur et cetera avant, ça veut dire, vivre quand même des années faire des longues études de cinéma comme l'a fait Miss, hein, quand même 5 ans d'études après, bac+2 donc 7 ans d'études, à Paris
bon, c'est quand même, faut pouvoir se le permettre. Donc ils ont tout un storytelling aussi de, les gens qui bossent dans ce milieu de mettre en scène, leur, apparente précarité, quoi. C'est-à-dire le fait qu'ils sont pas en CDI, le fait qu'ils touchent, moins le SMIC ou moins que le SMIC, et cetera. Sauf qu'en fait, s'ils peuvent se le permettre, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, beaucoup d'entre eux, c'est précisément parce que, c'est pas eux qui subviennent à leurs propres revenus et que derrière, on découvre toujours que, bah, ils ont un appartement dans le 5e, où ils payent pas le loyer, quoi. Et donc évidemment, quand on vient ils veulent bien mettre ça en avant, le fait qu'ils aient leurs revenus propres parce qu'ils sont pas très élevés. Mais par contre, si on s'intéresse, bah, à l'argent familial, là, évidemment, ils sont pas très contents parce que ça casse, ce narratif-là, quoi et ça montre, les effets de l'héritage. Ouais, tout à fait et je profite que vous parliez de Geneviève Cellier, mais pour moi, votre livre, le livre de Geneviève Cellier, Le culte de l'auteur, et celui d'Hélène Fiche qu'on a interviewé début janvier, c'est 3 livres importants pour comprendre le cinéma et toute son industrie. Et je recommande vraiment la lecture des 3. Pour moi, c'est une trilogie. Mais et à ça, j'ajouterais quand même le roman autobiographique de Caroline Bongrand, Eiffel et moi, que je cite abondamment au fil des émissions. Vous m'excuserez, mais là, ça faisait longtemps que je l'ai pas cité. Mais lisez Eiffel et moi, c'est à se dire, c'est quoi ce milieu et ouais, la trilogie du cinéma, Bourgeois Gaze, Le culte de l'auteur et le livre d'Hélène Fiche, dont le titre m'échappe, mais dont je vais me souvenir un temps incessamment sous peu, et l'autobiographie fictive, quasiment fictive de Caroline Bongrand sur l'écriture de son scénario Eiffel, qui a été tourné par un réalisateur ultra connu. Je ferme la parenthèse. Vous avez lu alors le culte de l'auteur, oui, j'en doute plus. Le livre de Hélène Fiche sur le cinéma des années 70, je me souviens pas Les dinosaures? du titre. Non, non, Ah. ça c'est autre chose. Les dinosaures, c'est Yann Larue. Les dinosaures, Rafton euh, d'Hollywood. oui, voilà, c'est les dinosaures Estelle d'Hollywood. Sur la culture du viol à Hollywood et comment on est abreuvé par cette culture sans le savoir. Oh là là, ça m'énerve de pas me souvenir de Hélène Fish. Heu, J'ai bah, en fait, j'ai pas lu, est-ce que c'est ce que le féminisme fait au Oui, cinéma? Ouais. c'est ça. Merci. Ce que le Heu, féminisme fait au cinéma. J'aimerais bien le lire, mais je l'ai pas encore lu. Effectivement, je vais essayer, par contre, ça m'intéresse beaucoup, mais une fiche, j'ai pas encore lu. OK. Bah, il est du niveau du culte de l'auteur et du vôtre, du coup. Il met vraiment enfin, il est précis, il est sourcé et une fois qu'on l'a lu, non seulement on a appris des choses, mais en plus, on a une vision globale et on se dit: «Putain, mais c'est la folie, quoi!» C'est la folie. Oh non, non, super livre la trilogie. Je vais appeler ça maintenant la trilogie. La trilogie du cinéma. En tout cas, moi, le point commun que je vois entre, les différentes démarches, et c'est quelque chose qui a clairement été, porté d'abord aussi par, justement, la critique un peu féministe du cinéma, c'est l'idée de ne pas prendre, le cinéma que comme, sous le pur angle critique, c'est-à-dire mais aussi le prendre comme un produit social, c'est-à-dire produit par des gens dans un milieu, dans le cadre de relations de travail, dans le cadre de rapports de domination et ça, c'est quelque chose effectivement qui pareil, hein, qui crée parce que des gens qui ont été, beaucoup attaqués, en tout cas, une fille, je sais pas, mais c'est su Geneviève Célie, c'est clair, parce que ça crée, Geneviève Cellier, de mémoire, elle fait ce truc de mettre, par exemple, les financements du CNC quand elle parle des films. À ça, rappeler, l'argent dans les films, par exemple, c'est quelque chose qui déplaît beaucoup parce que ça paraît pas légitime, mais pourtant c'est quand même le nerf de la guerre. C'est ce qui fait que ces films existent ou pas, hein. Mmh. La différence aussi avec Hélène Fish, c'est que Geneviève Cellier s'est attaquée aux critiques Oui. aussi, à la fonction de la critique. Elle a critiqué les critiques et ça, ils lui ont pas pardonné. Elle s'est pris une volée, ouais, pour Geneviève pour son livre Le culte de l'auteur. Alors que, Hélène Fish, c'est pas frontal au niveau des critiques, c'est plutôt l'image, de la femme et cetera au niveau des films. Donc elle a eu à moi si je me souviens bien, une plus grande, visibilité, en tout cas, dans les médias. Alors que, Ouais, ça c'est faux parce que c'est l'autre, vrai qu'en voilà. plus le travail de Geneviève Cellier, c'est excellent, c'est extrêmement, c'est quelqu'un de quand même consacré sa vie à ça et cetera, mais
Oui, c'est assez caricatural d'ailleurs, la réception critique de ce point de vue-là. C'est-à-dire, dès qu'ils sont attaqués, ils réagissent exactement comme on imaginerait qu'ils réagiraient, de manière, quasiment, vraiment, ouais, c'est caricatural les réactions. Ça Mmh. montre, quand même la à tel point c'est un petit milieu sûr de lui, et incapable de comment dire? D'introspection sur lui-même, même de mise à distance de son propre milieu, quoi. Quand même, le premier geste critique, hein, quand même, normalement. Ouais, mais c'est question de pouvoir, hein. Ils sont tellement ivres de leur propre pouvoir que ça les effleure, que ça les effleure même pas, quoi. Ça se Je manifeste, ouais, pardon. Allez-y, pardon, allez-y, pardon. Non, mais ça se voit aussi notamment dans, leur rapport à la critique internet, par exemple, qui s'est beaucoup développée et qui justement évolue pour une partie d'entre elles hors, des champs de légitimité, quoi. C'est-à-dire des gens qui habitent pas à Paris, qui ont pas forcément fait des études de lettres ou de philo, qui, ne connaissent pas, personnellement les cinéastes dont ils parlent. C'est pas mal, hein, des fois d'ailleurs, hein, pour avoir un rapport critique aussi, hein, de se dire que ça va pas forcément créer un blanc, la prochaine soirée, quoi. Hem, bon, mais ils sont méprisés, avec une violence, les échanges entre eux, c'est quelque chose de vraiment, atterrant, hein. Alors que franchement, c'est pas comme si, tous les textes, critiques publiés dans les, heu, dans les grandes rédactions étaient tous, brillants, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, et ça on le sait dans l'émission L'Instant Culte, que vous pouvez écouter tous les dimanches à 18 h sur radioverse.fr et en replay sur la nuit du dimanche.fr. On prend de temps en temps, pour les films, des critiques qui ont été publiées à l'époque et on les lit et on s'amuse beaucoup avec ça, notamment avec les critiques, écrites dans le Cahiers du cinéma qui sont, je trouve pas je ne trouve pas l'adjectif, excusez-moi, mais bref, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et oui, veux-tu rebondir? Bah, oui, écoute, j'ai fini d'observer, l'arc-en-ciel à ma fenêtre. Hem, dans votre livre, vous parlez aussi de l'image, du test de Bechdel et vous avez élaboré une série de questions, pour définir, si un livre non, un film peut être qualifié de bourgeois gaze ou non. Est-ce que vous voudrez bien, l'appliquer à un film pour nous l'expliquer un peu plus en détail? Ouais, bien sûr, on peut faire ça. Bah, en tout cas, c'est pas tellement pour, identifier, en fait, ouais, je m'inspire donc le test d'Alison Bechdel, donc une autrice de BD. Elle a cherché à montrer, qu'il y avait une surreprésentation, une centralité masculine dans les films, quoi. Ce qui, du coup, est pas exactement la même chose que le male gaze dans le sens où, c'est ça montre en gros, le test, c'est donc, de savoir si, de mémoire, hein, il y a 2 femmes qui sont nommées dans le film et qui parlent entre elles et qui parlent entre elles d'autre chose que d'un homme. En fait, on se rend compte, bah, qu'en fait, Mmh. c'est assez rare. Maintenant, dans le sens quand je dis que c'est pas forcément, pour repérer le male gaze, dans le sens où, bah, on voit bien qu'il y a certains films où on peut pas l'appliquer comme ça, voilà, si on fait un film sur, les poilus de la Première Guerre mondiale, bon, évidemment, l'appliquer comme ça sans se poser la question, ça pourrait on va dire: «OK, c'est male gaze», alors que bon, c'est pas forcément, totalement applicable. Donc je me suis, appliqué la même, petite nuance en disant que c'est un test de centralité bourgeoise, donc pour voir, si, le film met, spectaculairement en scène, la bourgeoisie ou pas, en sachant que du coup, passerait le test des films qui traiteraient de la bourgeoisie d'un rapport critique. Donc, c'est là où je mets la petite nuance. Et oui, le test du coup, c'est, de savoir, bon, déjà dans quel espace, le film se déroule. Ça me semble un truc qui frappe beaucoup les gens quand on parle de bourgeoisie du cinéma, c'est à quel point, ça se passe dans des maisons, d'architectes, dans des grands appartements, haussmanniens, et cetera. Est-ce que les contraintes, matérielles, sont évoquées, quoi? Est-ce que les gens sont contraints par le travail, et cetera? Est-ce qu'il y a des personnages de milieux populaires avec une subjectivité, un peu, développée? Et savoir un peu quelles sont la thématique, majoritaire, sur quoi est construit, l'enjeu narratif, quoi. Si on prend un film, moi je vais prendre par exemple, LOL au hasard, quoi, LOL, la comédie, donc sur les adolescents. Bon, bah, on voit que ça se passe dans un milieu, extrêmement bourgeois. Donc c'est quelqu'un qui est architecte, la mère de famille. Ça se passe sur un appartement sur 2 ou 3 étages en plein Paris. De mémoire, c'est le lycée, Jean-Baptiste Say,
très bourgeois et il y a quasiment aucun personnage je crois qu'il y en a aucun. Je crois qu'il y a aucun personnage de milieu populaire. Donc là, on voit qu'on est dans un film, où la bourgeoisie est extrêmement, centrale dans le cœur du récit et qui va pourtant essayer de traiter de thématiques, universelles, c'est-à-dire, la jeunesse, les réseaux sociaux et cetera, mais qui le fait sans prendre en compte, bah, toutes les spécificités que ça aurait dans d'autres milieux sociaux, qui sont les milieux sociaux, majoritaires de la population, quoi. Vous prenez aussi, pour exemple, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu à un moment et comme quoi il y a beaucoup de stars dedans, je me rappelle d'Angèle, de Zlatan et et qui ont été choisis pour, attirer les classes populaires si je me rappelle bien et j'ai l'impression que c'est une technique qui a été, utilisée longtemps au cinéma, d'utiliser des grandes stars pour, attirer la classe populaire. Bah, sans doute. En tout cas, là, ce que j'essaie de dire je parle d'Astérix Obélix dans le cadre en fait, du quand même le plus mauvais de la saga où en fait on transforme, il y a eu des films, voilà qui avaient bien marché dans Astérix Obélix, sur le plan humoristique et tout et là ça s'appauvrit, au fur et à mesure, ça devient une espèce de film quasiment publicitaire quoi. En prenant justement, bah, il y a le star system qui va conforter en fait, l'embourgeoisement du cinéma en pariant tout le temps sur des acteurs, bankable, ça devient même difficile de distinguer, le personnage public de l'acteur, c'est-à-dire celui qui tourne dans des publicités et cetera, de parfums et des fois on connaît même des fois plus l'acteur par, ses publicités pour Dior, et cetera que par ses rôles. Là, ça va assez loin dans le dispositif, dans le sens où ça prend des gens qui sont pas des acteurs de base. Hem, Après là, c'était plutôt pour essayer de critiquer, la fausse dichotomie qu'il y a parfois qui est vendue justement par, l'extrême droite et par le patronat du cinéma, qui est de dire qu'en fait, il y aurait le cinéma d'auteur, bourgeois de gauche et chiant et le cinéma populaire grand public qui serait, de droite et un peu réac parce que, les Français seraient un peu réac. Ça, c'est un discours qu'on entend. C'est parce qu'il y a une critique de droite, en fait, du cinéma, bourgeois qui s'est développée et moi, j'essaie dans le livre, si je puis dire, d'en faire une critique, depuis la gauche, ce qui avait été peu fait parce que justement suspecté un peu d'être, une idée un peu droitière, mais j'essaie de montrer qu'en fait, dans la comédie populaire, grand public, il y a aussi le bourgeois extrêmement présent. Donc là, ça se passait par, je pense, prendre un peu les gens pour des imbéciles. Moi, c'est ça que j'ai ressenti dans ce film, d'Astérix et Obélix et des fois, ça peut passer, bah, un peu par les mêmes mécaniques que ce qu'on vient de décrire, hein. Si on prend «Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?», c'est vraiment ça reprend, en fait, ça met en scène, en fait, ça fait rire, en fait, des blagues racistes tout en prétendant les critiquer. Ça ne légitime les personnages, noirs, arabes et asiatiques que dans la mesure où ce sont eux-mêmes des bourgeois, qui sont, respectivement, avocats, banquiers et acteurs et il y en a un qui m'échappe, entrepreneur, je crois et justement, bon, ça, c'est les bonnes personnes, immigrées, étrangères ou racisées, comme on dit parfois. Et tout ça pour nous dire qu'au final, bon, tout le monde est un peu raciste, donc personne n'est raciste, quoi. Et pour conforter, en fait, le racisme de la bourgeoisie qui est incarné dans le film par Christian Clavier, qui est en fait, globalement, quand on regarde vraiment le film, hein, le personnage le moins raciste du film. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même tout, ce cinéma, humoristique où c'est les mêmes personnes qui reviennent, à chaque fois et qui attirent le même public, en général. Bah, le petit nœud, c'est que, ici, c'est que, ça s'adresse souvent à un public, plus populaire. Donc faut essayer de s'intéresser aux raisons. Moi, j'en vois quelques-unes, hein. En fait, dans ces films, des fois, Bell Hooks, qui est donc une autrice, afroféministe, américaine, elle avait développé l'idée de regard oppositionnel. C'est-à-dire, l'idée que, certes, il y a par exemple un male gaze dans le cinéma, un regard masculin, un regard blanc qui fait que les personnages, noirs, par exemple, on appelait ça dans le cinéma hollywoodien, ça s'appelait le magical, negro. C'est l'idée qu'en fait, il y a un personnage, complètement secondaire, qui vient aider, le personnage blanc et donc les personnages noirs sont réduits à ces fonctions très stéréotypées. Mais elle disait aussi que du coup,
Il y a pas de naïveté. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez Christophe à un moment, c'est qu'il y a pas de naïveté au niveau de la réception. C'est-à-dire que, les gens sont pas forcément dupes de ce qu'ils voient, mais ils vont un peu picorer en quelque sorte, leur propre vision dans les films. Moi, je suis assez, d'accord avec ça. C'est-à-dire que les gens mettent pas leur esprit critique, ni quand ils regardent la télévision, ni quand ils vont voir des films et je pense qu'une des raisons par lesquelles du succès de certains films, c'est par exemple un film comme, Les Tuches, qui est un vrai succès populaire, quand bien même il il met, des clichés très bourgeois comme le chômeur, qui l'est volontairement et qui profite des aides, en toute quiétude et tout ça. Il n'empêche qu'en fait, il y a déjà un peu d'autodérision dans les classes populaires comme ailleurs. Il y a aussi, le fait que c'est des personnages assez attachants, à plein de moments, qui ont des bonnes valeurs aussi et par exemple, si on prend un autre film comme, Chasse gardée, par exemple, pareil, gros succès populaire, très méprisé par la critique, diffusé beaucoup plus, qui a vraiment un film qui a cartonné dans certains villages, dans certaines zones rurales et cetera, alors que, à Paris, ça marche pas très bien. Je pense là, par exemple alors que pareil, ça remet pas mal de clichés sur la ruralité et cetera. Je pense que par contre, il y a un vrai désir de plein de gens aussi de voir des films qui se passent, ailleurs qu'à Paris, y compris des comédies. Parce qu'en fait, c'est si rare que, évidemment que ça attire. Donc tout ça fait que bon, je pense qu'il y a une distance critique et je pense que ça peut expliquer aussi le succès de films, grand public, mais qui, quand même mettent, le mépris de classe comme un des ressorts humoristiques, quoi. Mmh. Oui, le côté, oublier sa vie, la vie réelle, pour juste pouvoir se détendre après le travail ou même, oui, juste pour, apprécier un film, quoi. Oui, c'est aussi une des fonctions clairement, hein. Oui, pour revenir aussi sur les acteurs, vous parlez aussi des acteurs, non professionnels et je comprends tout à fait le choix des acteurs non professionnels. J'adore, les films qui choisissent, les acteurs comme ça. Je pense notamment, à, Le Royaume. Hem, mais acteur, c'est quand même un métier et tous les métiers, ça s'apprend. Est-ce que vous pensez que c'est obligatoire de choisir, des non-acteurs pour ne pas faire face au regard bourgeois, au bourgeois-gaze? Non, pas forcément, mais bon, c'est un dispositif qui est intéressant, que, beaucoup, de cinéastes, qui ont essayé de représenter le réel, ont mis en place ce dispositif avec parfois un certain succès. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'acteurs, dans plein de milieux, des vrais acteurs, hein, je veux dire, qui jouent extrêmement bien. Donc c'était ce qu'a fait beaucoup le néoréalisme italien, par exemple. Après, aujourd'hui, la tendance, c'est plus de mettre, un acteur, star et bankable, en tête d'affiche et de mettre les vrais gens, comme un décor. Ça, c'est, ce qui se passe dans les films de Vincent Lindon, par exemple. Ça, je trouve ça assez regrettable parce que c'est un peu le pire des 2 mondes, quoi. C'est-à-dire, on se sert de vraies personnes pour faire, un truc un peu, je sais pas, limite exotisant et en fait, on met la grosse star qui singe, le personnage populaire, en tête d'affiche. Le fait de faire du casting sauvage, de prendre des acteurs non professionnels, ça a une, certaine, ambiguïté. Si ça on l'a vu avec, le fait par exemple que l'acteur, de l'histoire de Suleyman a eu du mal à retourner derrière, tourner d'autres films. Sur Suleyman, c'est un film qui montrait un peu, ce que c'est la vie d'un livreur à vélo, en France aujourd'hui. Un film, assez rare en fait, hein. C'est assez rare justement de montrer ces milieux-là et cetera et mais c'était un vrai acteur. C'est-à-dire en fait, lui n'était pas livreur, hein. Donc il jouait bien un rôle qui n'était pas le sien. Par contre, du fait qu'en fait, les personnages, populaires sont assez rares au cinéma, ça fait que quand on fait une fois de temps en temps, en fait derrière, ces gens ils vont avoir du mal à retrouver du travail parce que c'est très rare. Parce qu'on va nous dire en fait les personnages, les acteurs issus de milieux bourgeois, pourquoi ils pourraient pas jouer des personnages, prolétaires. Bon, alors effectivement, sur le papier, ça pose pas de soucis, particuliers, à condition de prendre en compte quand même qu'il y a certains corps qui sont un peu plus associés à la bourgeoisie que d'autres et cetera et que c'est le corps des acteurs bourgeois. Donc aussi, il y a ça, il y a aussi une manière de légitimer certaines manières de parler, certaines manières d'agir et cetera. Il y a par exemple une absence, très forte des accents dans le cinéma français, alors qu'il y en a plein des accents, en France. Hem, Ça, on peut singer un accent, mais c'est peut-être pas très heureux. Mais ce que je constate, c'est que, on applique rarement la réciproque. C'est-à-dire que,
l'acteur de l'histoire, de Souleymane, en fait, personne n'a songé à le prendre pour jouer, un professeur, à l'ENS, un avocat, et cetera. Parce qu'en fait, on voit bien que derrière, il y a une structure qui fait qu'on va associer certains profils à certains, milieux sociaux. Et donc en fait, c'est toujours dans ce sens-là. C'est ces acteurs bourgeois qu'on va autoriser à jouer des personnages, populaires, mais on va jamais proposer à des acteurs, populaires de jouer des bourgeois. Donc déjà, ce truc-là, il faudrait un petit peu le questionner. Et ensuite, on revient à la question de la méritocratie. Une fois qu'on a constaté que 70 des acteurs connus, ils viennent du même milieu, social privilégié, pourquoi il y aurait que, pourquoi on aurait le droit d'avoir que des acteurs bourgeois? Le talent, pour le coup, de comédien, bien sûr, il s'apprend et cetera, mais on peut le trouver dans plein de milieux différents. Et je pense qu'il faut pas se voiler la face sur le fait que dans certains cas, bien sûr qu'on incarne quelque chose, on incarne quelque chose parfois des fois au-delà du film. Il y a eu, le film Les Braises, par exemple, sur les gilets jaunes, avec une des raisons quand les gens réfléchissent un peu au relatif échec, public du film, bon, bah, c'est que Virginie Efira en gilet jaune, bah, ça fait un peu bizarre, quoi. Mais c'est normal que ça fasse un peu bizarre. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit, un peu plus tôt, Kiwi en parlant des apparitions de Angèle et autres, Zlatan et cetera. On J'ai l'impression qu'il y a une tendance, actuellement de, choisir des acteurs, par rapport à leur, notoriété, sur internet. Et j'ai vu, il y a pas longtemps une story sur les réseaux sociaux justement d'une actrice qui s'appelle Karina, pardon, et j'ai oublié son nom, j'ai des problèmes avec les noms de famille, je suis désolé. Marimon ou Morimon, j'espère qu'elle m'excusera si elle écoute. Où elle dit, bah, que voilà, elle a été écartée du tournage d'un film Netflix parce qu'elle n'avait pas assez de followers. Ils ont préféré une autre actrice avec plus de followers, qu'elle. Je pense pas qu'il y a des questions, c'était juste pour relier, la question qui était posée à l'anecdote. Si vous voulez réagir, je vous laisse, sinon j'enchaîne. Non, bah, effectivement, là, c'est des évolutions aussi dans le marketing comme, le cinéma est ouais, est assez peu présent à la télévision finalement, que, la presse, écrite, est moins prescriptrice qu'auparavant, sur, le cinéma. Il y a un repli sur les réseaux sociaux et effectivement, on va attendre, en fait, de capitaliser aussi sur, la notoriété, des personnes impliquées sur les réseaux sociaux, quoi. Mais bon, ça évidemment, ça dit rien des qualités, artistiques du film, ouais, c'est bon, c'est un peu attristant, mais bon, c'est comme ça, hein. Je voulais parler aussi de Vingt Dieu. Vous en parlez, bah, dans le livre forcément. Vous le mettez, bah, comme un film qui reflète le bourgeoisie et je voulais en parler comme un exemple, moi, sur l'accord tacite entre le spectateur et ce qu'il va voir. C'est-à-dire que moi, j'ai vu le film, je crois que Kiou l'a vu aussi et pour moi, j'ai pas vu du tout le film de bourgeois. Vous racontez dans le livre un truc qui m'a fait rire, vous dites: «Ben voilà, le personnage principal, il a une coupe mulet». Est-ce que c'est comme ça que le bourgeois s'imagine encore, un jeune en 2025 avec une coupe, mulet? Et moi, je m'étais même pas aperçu qu'il avait une coupe mulet et et pour moi, l'histoire de Vindieu, bah, voilà, c'était un mec, bah, qui perd son père, qui a plus de parents, et qui bataille, pour, survivre alors qu'il a aucun code, aucune formation et il est totalement perdu. Il s'imagine qu'il va gagner 300 000 €, c'est totalement aberrant, tout le monde le sait, mais il y croit et on croit avec lui et j'ai pas vu du tout ouais, j'ai pas vu du tout moi bah, le bourgeois guest dans ce film, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé le film et il m'a fait, sortir du cinéma le sourire aux lèvres. Piou, est-ce que toi tu as vu le film? Est-ce que tu veux ajouter un truc ou pas? Bah, je l'ai pas vu du tout, mais ce que tu dis, ça m'a l'air de correspondre plutôt à l'image que j'ai de la campagne. Enfin, je j'habite en Ardèche et bah, la coupe mulet, je vais pas dire que c'est une généralité, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui la portent toujours. Enfin, ça a l'air d'être revenu à la mode quand même et ouais, je sais pas, il y a quand même toujours ce débrouillardisme que les jeunes, auquel les jeunes doivent faire face, quoi. En fait, sur 22, ce que je fais, c'est que je cite, principalement, Rose Lamy dans son livre, Ascendant beauf, donc un livre sur le mépris de classe et il se passait un phénomène intéressant avec Vendieu comme un peu comme Les Misérables. C'est-à-dire, on se rend compte que le public bourgeois l'a adoré, le public,
concernés entre guillemets, bah, pas tant que ça, hein. C'est-à-dire que, Rose Lamy, elle habite à Bourges, elle fait beaucoup de déplacements, dans les petites villes, dans les campagnes et cetera. Les gens la remercient pour ce passage parce qu'ils se sont sentis, beaucoup se sont sentis, heurtés. Moi, j'ai passé pas mal de temps dans la Sarthe. J'ai demandé à mes copains qui l'ont vu, ce qu'ils en avaient pensé. Ça m'intéressait un peu d'avoir ce retour. Il y a un truc qui est frappant, en fait, c'est, l'idée que, la en fait, je suis d'accord avec, ce que vous dites, Kiwi, enfin, sur le fait qu'en fait, il y a des choses intéressantes et même vous, Christophe, il y a quelque chose d'intéressant dans le film. Il y a du tout sur la effectivement sur la débrouillardise notamment. Hem, Maintenant moi là où je trouve que ça épouse, complètement le regard bourgeois, c'est à plusieurs niveaux. Déjà, ça c'est un truc que note aussi, Rose Lamy, c'est que quand ça se passe dans un territoire, le territoire doit en quelque sorte être le sujet du film. Ça peut pas être un espace, enfin quand ça se passe à Paris, c'est un espace neutre. Tout est pas tourné autour de Paris. Là, ça doit c'est Jura, hein, je crois, donc ça doit être, autour du fromage et cetera, enfin. Ensuite, l'autre truc qui est un peu frappant, c'est, l'idée que, la campagne serait une sorte de monde, sans État, quoi. Tu carrément livré à eux-mêmes. C'est-à-dire que son père, a 17 ans, il est mineur et se retrouve à élever sa fille, seul, sans qu'il se passe rien, quoi. Ça, c'est quelque chose d'un peu, un peu délirant quand même. L'autre chose, c'est la surreprésentation de, la violence des personnages, de milieux, populaires. Ça, c'est quelque chose qui vient autant pour, les, classes populaires blanches, des petites villes, des classes populaires blanches de la ruralité ou les classes populaires, noires et arabes des banlieues. C'est-à-dire dans le cinéma, on va surreprésenter, leur violence. C'est pas tant que, ça ne se peut pas que ces gens soient violents. Bon, déjà, il y a des gens violents partout et on n'est pas obligé tout le temps de le représenter de façon très, très cliché, c'est-à-dire, le type qui va, casser une bouteille sur la tête d'un type, dans une boîte de nuit, qui va se battre, sans arrêt, y compris sur son lieu de travail, y compris dans son entreprise, devant les yeux de son patron qui est en mode: «Bon allez, c'est pas grave». Et c'est vrai qu'il y a des bagarres et cetera, mais se battre devant son patron dans son entreprise, bon courage quand même, hein. Et ensuite, il y a aussi l'idée, que, bon, en fait, ça c'est ce qui rejoint avec le truc de thématique un peu de la violence. C'est quelque chose qu'on voit bien dans La Tête haute, par exemple. Pareil, La Tête haute, c'est, une dizaine de scènes, de bagarres, hein, c'est énorme. Hem, C'est-à-dire que les personnages populaires sont un peu privés, de, toute la subtilité, psychologique des personnages bourgeois et sont globalement, mus par, leurs instincts, quoi. C'est-à-dire des espèces de brutes. Et d'ailleurs, la critique généralement adore ça. Ils disent: «Oh là là, cette énergie, animale» et cetera. Et donc ça se manifeste à la fois donc par ce fait de se bagarrer, pour absolument tout, et n'importe quoi et aussi même dans la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité populaire est présentée de manière hyper primaire. Il y a même pas, de drague, il y a pas de jeu de séduction. C'est, dans une scène, dans une espèce de chambre, à moitié éclairée, quelqu'un qui dit: «Bon, on baise» et ils disent: «Ouais, ah OK, d'accord, baisons». Et ils baisent comme ça et dans La Tête haute, c'était la même chose. C'était, c'est carrément une scène de viol, hein, mais qui était filmée comme une scène d'amour et les critiques, pareil, avaient trouvé ça formidable. Elles disent: «Ouais, c'est le moment où ils découvrent l'amour». Mais comme en fait, c'est une sorte d'animal, quoi, je veux dire, en fait, ils contrôlent rien et cetera. En fait, c'est des représentations qui sont extrêmement dégradantes et c'est des représentations qui reviennent au fur et à mesure des films. Moi, c'est les 2 aspects qui pour moi sont, extrêmement, typiques du regard bourgeois. Parce que des bagarres en boîte de nuit, heu, des, heu, des scènes de sexe, sans aucun romantisme et cetera, on pourrait faire les mêmes dans des écoles de commerce. Mais en fait, c'est tout le temps quand on traite des classes populaires qu'on va filmer comme ça, quoi, ces personnes-là. Et ça, pour le moi, ça correspond pour le coup pas à des réalités, hein. En tout cas, ça laisse hors champ des tas d'autres réalités, quoi. Mais c'est vrai que sur le côté, il laisse sa sœur tout seul du coup, dans la salle, je me suis dit: «Mais il y a jamais de services, sociaux, c'est bizarre». Puis après je me suis laissé emporter, j'ai accepté ça, tout le long du film et je sens que je vais re-regarder et changer, d'opinion sur ce film. On en parlera, tiens, peut-être dans l'instant culte. Je tease un prochain numéro. Kiwi, je te laisse la parole. Heu, oui, je sais pas forcément si vous connaîtrez le mouvement cinématographique, mais si je vais à l'extrême,
vraiment, vraiment très à l'extrême, est-ce que le contre-pied de ce bourgeois gay, ce serait pas un peu le dogme 95? Bah, le Dogme 95, bon, ça a pas duré très longtemps, hein, c'est 2-3 films quoi, au final, peut-être un peu plus, mais donc ouais, Dogme 95, hein, c'est pour les gens qui connaîtraient pas, hein, c'est le mouvement de, Lars von Trier et de Wittenberg, au Danemark, en 1995, hein, du coup, et c'est, un geste effectivement qui est assez qui vient casser quand même, pas mal de conventions bourgeoises, du cinéma à ce moment-là, quoi. Avec, une économie de moyens, une caméra, à l'épaule, tremblant dans une unité de lieu, sur un temps, assez court. C'est un geste, bah, du coup d'avant-garde, hein, qui se pense comme tel, assez provocateur. Tellement provocateur qu'on peut se demander si les cinéastes y croyaient eux-mêmes, dans le sens où ils sont tous les 2 partis dans des directions très différentes, après, ils y ont globalement renoncé. Quand on voit que ce soit le cinéma de Wittenberg ou de Lars von Trier, ça correspond plus du tout, aux règles édictées par le dogme 95. Moi, je pense que, les avant-gardes, de ce point de vue-là, sont toujours un truc, ambigu. C'est-à-dire qu'ils viennent casser, les codes du cinéma, bourgeois. Hem Reste à savoir à qui il s'adresse exactement. Il y a eu des avant-gardes qui ont rencontré de francs, succès, publics. C'est notamment le cas, du Nouveau Hollywood avec, bien sûr les ambiguïtés, hein, sur la question, enfin pas ambiguïté, enfin d'un cinéma qui était très, très, assez réactionnaire sur, les questions, sur la question de la position des femmes, mais qui pouvait être assez, progressiste sur d'autres aspects. Mais qui en tout cas rencontrait son public et qui rencontrait son public dans le cadre de la contre-culture, américaine. Pour le Dogme 95, en tout cas, il y a le film un peu, majeur, c'est peut-être Festen, et Festen, par contre, c'est un film, effectivement qui est assez, magistral à mon avis sur la bourgeoisie, hein, et sur, même la représentation des violences, heu, des violences sexuelles au cinéma. C'est-à-dire de ne pas le montrer, enfin ça, on a un article qui va sortir bientôt, sur ce sujet de Thornton Bink dans Frustration Magazine, sur, la représentation des violences, sexuelles au cinéma, et c'est vrai que, montrer, ça comme, sous le rapport de l'inceste et de le montrer plutôt que de le montrer en plein champ et violenter le public avec ces images-là, plutôt montrer les visages taiseux qui veulent ignorer une réalité qui est clamée comme ça, à la face de tous dans un milieu extrêmement bourgeois, ça c'est très intéressant parce que ça casse justement la représentation, qui était très classique dans le cinéma de l'agression sexuelle comme provenant, de l'extérieur, du populaire, de l'étranger, et cetera, et là, d'un coup, on s'intéresse, bah, à cette réalité de l'inceste, hein, qui existe dans tous les milieux, mais qui existe aussi dans la bourgeoisie, donc c'était quand même un sacré pavé dans la mare, ouais. Ce serait quoi vos solutions pour, éviter, le bourgeois gaze ou du moins, pour réussir à l'identifier? Ben, pour l'identifier, donc c'est toujours se poser la question de, quelle est quel est le point de vue, qui nous est présenté? À qui ça s'adresse? Et est-ce que, ce film, ce cinéma vient remettre en cause, ou pas, l'ordre bourgeois? Pour en sortir, c'est une question un peu difficile. Moi, je pense que, le cinéma, la sphère de la représentation est en écho, à la société, réelle. Donc autrement dit, je pense que ce qui change vraiment le cinéma, c'est, le niveau de conflictualité, dans la société, et j'en veux un peu pour preuve d'ailleurs que les relatifs progrès, dans l'accès des femmes, au cinéma, relatifs parce que ça a beaucoup augmenté depuis, 2017 et c'est en légère régression ces dernières années. Mais bon, ça a permis quand même à des voix nouvelles d'exister. On a vu des palmes d'or et cetera, ce qui était rarissime. Hem, et pareil pour, bah, les minorités. Ça, c'est le fait de hautes luttes antiracistes et féministes. C'est pas tombé du ciel. C'est une conflictualité dans la société réelle qui s'est étendue éventuellement au champ du cinéma, qui a permis,
des changements de représentation. Je pense que c'est pareil pour, les questions de classe, c'est-à-dire que c'est dans le cadre de, d'un très haut niveau de conflictualité sociale que le cinéma finit par, se faire déborder, que des brèches s'ouvrent et que, le public se désintéresse du cinéma bourgeois et d'un coup que d'autres voix, se font entendre. Et après, à plus petit, niveau, heu, disons que, par exemple, on pourrait imaginer dans les actions, faciles, ce serait de décentraliser davantage la structure de production. Aujourd'hui, c'est extrêmement concentré, à Paris, bien qu'il y ait beaucoup d'aides, en région, mais c'est pour des tournages qui émanent de Paris. On pourrait imaginer du coup que de la formation soit plus présente, publique soit plus présente ailleurs que Paris. Aujourd'hui, il y a la Cinéfabrique à Lyon, hein, c'est de là d'ailleurs que vient, Louise Courvoisier, la réalisatrice de Vindieux. Et Et à après d Marseille aussi. il y a Mar ah oui, à Marseille aussi la Cinéfabrique? Oui, ouais, depuis Ah oui, quelques années. d'accord. Ouais, tu fais bien de me le dire. Hem Et après, je pense qu'au niveau des cinéastes, bon, c'est déjà, de ne pas, quand on vient d'un milieu bourgeois, de savoir se situer, hein, c'est pareil pour la critique, hein. C'est-à-dire ne pas penser que son point de vue est le neutre, tandis que, le reste serait, socialement situé. Et ça implique, quand on traite d'un milieu social qui n'est pas le nôtre, de faire un travail un peu, d'acculturation, c'est-à-dire, de co-construire son film avec, les personnes qu'on veut représenter plutôt que de faire des films sur eux. Et ça, bon, il y a plein de cinéastes heureusement, qui l'ont fait, hein, Maurice Pialat, c'est un cinéaste qui faisait un travail énorme de documentation avant de faire ses films. Laurent Cantet, le réalisateur de, Ressources humaines, par exemple, c'est quelqu'un qui, pour son film est allé tourner, en usine, qui avait, pour ses personnages pris des gens, qui venaient des milieux, sociaux correspondants et qui avait fait des groupes de travail avec eux pour écrire les dialogues et cetera, pour essayer de représenter un peu, d'avoir une représentation un peu fidèle du réel, plutôt que de plaquer ses propres, représentations sur ces gens. Et ce faisant, quand on parle en tout cas de sujets politiques et de sujets de travail, histoire de ne pas reproduire dans le cinéma la domination qu'on prétend contester. Et bah, ça nous donne encore plus de films, à aller voir. Bourgeois Gay, c'est donc votre premier film. Est-ce que vous comptez, repartir dans l'écriture d'un nouveau livre ou, on aura le plaisir de vous lire, dans Frustration Magazine? Livre, hein, tu as dit film, Ah mais pardon, Bourgeoisie, c'est un livre. Ouais, le film, ça a l'air mal barré du coup, mais on sait jamais. autant pour moi. Non, non, je sais bien. Bah, pour l'instant, si j'en ai discuté un petit peu, mais je suis toujours un petit peu dans la discussion autour de ce livre-là, donc et j'en suis très content. Donc je pense que je vais prendre un peu mon temps et après si j'ai, quelque chose d'intéressant à dire, ou à développer, bah, ouais, j'essaierai de faire un nouveau livre, mais bon, il y a pas d'urgence pour l'instant. J'écris surtout effectivement pour frustration et à côté, de mon côté, je continue d'écrire, sur le Bourgeois Guèze, d'étoffer un petit peu le livre, donc on verra si un jour, j'ai l'occasion de faire une réédition ou un truc comme ça. Mais, dans tous les cas, je garde ça de mon côté ça m'aide pour continuer de faire un peu vivre, le concept, quoi. Avant de terminer, on précise quand même qu'on a juste effleuré le livre, hein. Là, on a l'impression d'avoir parlé, 2 heures du livre en détail, mais absolument pas. Vous verrez quand vous l'aurez entre les mains. On a effleuré les sujets. Tout à l'heure, vous avez parlé d'école du commerce. J'ai bien aimé le passage où vous dites que les étudiants, en école de commerce ont récupéré, le troisième opus des aventures OSS 117. Ça, je tease. Vous verrez ce que je veux dire en lisant le livre. Donc on a vraiment effleuré le livre, donc n'hésitez pas à aller le lire et on mettra tous les liens, bien sûr, dans la description de l'épisode et sur le site internet La Nuit du Dimanche. Et on fait gagner aussi un exemplaire du livre. Donc si vous le voulez, il faut juste nous envoyer un message pour nous dire que vous voulez gagner, un exemplaire. Donc soit par soit via un message sur le site internet radioverse.fr ou lanuitdudimanche.fr ou sur les réseaux sociaux. Il y a aucune condition autre que nous dire que vous voulez le livre et on fera un petit, tirage au sort, avec une main innocente, pas la mienne donc, d'ici, 2-3 semaines. Rob Grams, je vous remercie infiniment d'avoir accepté, de passer ces, quelques heures, avec nous. Merci beaucoup. Bah, merci à tous les 2. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir en discuter avec vous et voilà, merci beaucoup pour
votre lecture et puis, bah, m'avoir donné l'occasion d'en parler. Pas de problème. Ça nous a fait, plaisir aussi et je recommande encore, hein. Pour moi, ça fait partie maintenant de ce que je vais appeler la trilogie. Donc, le culte de l'auteur, ce que le Mmh. féminisme a fait au cinéma d'Hélène Fish et le vôtre. Si vous vous intéressez au cinéma, c'est 3 lectures obligatoires. On va en entendre parler Kiwi. pendant des mois. Ouais, je suis désolé. Vous savez quoi? Déjà, votre petite séquence à la fin où vous dites, comment comment on connaît de bourgeois gaze, je crois que je vais m'en servir pour, l'émission de critique, «Et alors?» tous les 15 jours. En plus, au prochain épisode, on va parler de «C'est quoi l'amour?» un film, qui vient de sortir donc vous serez présent dans vous serez présent dans cette émission à votre corps défendant. Je suis désolé, fallait pas accepter l'interview. Heu Kiwi, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Heu bah, merci beaucoup pour, cette interview, c'était vraiment très intéressant. Je suis juste tombée sur ce livre par hasard dans une librairie à Marseille et ça nous mène ici. C'est quoi la librairie? À la Friche de la Belle de Mai, Ah cool, trop bien. le bon endroit pour trouver un bon livre. Bah, c'est à la Belle de Mai qu'on a fait notre présentation, du numéro, papier de Frustration il y a une semaine donc. Oui, on va terminer en chanson comme d'habitude, enfin comme d'habitude depuis quelques émissions maintenant. On laisse le choix du générique de fin à notre invité. Donc Rome Grimes, qu'est-ce qu'on écoute et pourquoi? Moi, je veux bien qu'on écoute, «À bas la hiérarchie» de Stupéflip. Bon, déjà, c'est une musique que j'aime bien. Ensuite, je m'en sers, un peu sous forme de blague dans le livre parce que, c'est une chanson un peu punk, contre la hiérarchie au travail et justement, il dit, «Chaque fois que tu te feras ken par ce putain de système, pense à Rosetta et à ressources humaines». Donc ça me fait un peu marrer et ensuite, je trouve que même la hiérarchie dans le cinéma, justement, c'est, une des quelque chose qui est extrêmement marqué et ça participe aussi à la création du regard bourgeois parce que quand un réalisateur se retrouve tout le temps en position de patron, en fait, il se construit aussi une certaine représentation du monde et une des manières de désembourgeoiser le cinéma, c'est aussi d'envisager des formes, plus collectives de faire des films, moins hiérarchiques et cette idée que la hiérarchie est indépassable, c'est quelque chose d'assez triste mais de répandu mais pourtant il y a plein d'autres formes de rapports humains qui sont possibles. Donc par ailleurs, c'est une chanson que je trouve, très, très chouette. On aime beaucoup Flip à Frustration et ça fait du bien, à écouter quand on rentre, du travail. Voilà. C'est parfait, on écoute et on se dit à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.